Bonjour! Bienvenue à une édition spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Hey, bon petit vidéo, ça? Beau vidéo, encore un titre, hein? Tu chiales pas, là? Dans le temps, c'était plus hot. Heart and Soul, hey, hein? Parce qu'à ce temps, avant, il y avait personne qui s'en rappelait comme Heart and Soul, c'est SummerSlam 97. C'est pas pareil. Ah, ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui n'est pas redondant. C'est notre podcast! Deux chaises de métal, mais aussi notre commanditaire, Gourou, boisson énergisante québécoise depuis 1999, peut en vendre partout, sauf chez Peppi Yellow. Encore une fois avec mon matcha. Jamais sans mon matcha. Un bon matcha et avec des bons match-up pour ce podcast-là. Un match-up pour le match-up. Oui. Parfait, ça. Fait qu'aujourd'hui, il y a un SummerSlam Review 97, notre deuxième de 3 reviews de SummerSlam qu'on a fait et qu'on va faire. On peut même dire 4, dans le fond. Hein, quoi? On pourrait même dire 4 avec Bash of the Beach. Dans un certain sens, oui. Fait que c'est ça, fait qu'on a ça aujourd'hui dans le podcast. Le podcast, évidemment, qui est disponible sur Apple Podcast, Balado Québec, Podbean et YouTube. Oui. Et j'en passe, sûrement sur d'autres choses aussi. Ah, il est partout, il est international. Il est dans les Europes, au Japon, partout en Chine. On a un gros fanbase au Japon. Toute la famille de M. Fuji écoute ça. Tu savais qu'il était pas vraiment né au Japon? Non, pour vrai? Non, c'était un Hawaïen. Ben là, t'aurais pu garder le kayfabe. C'est toi qui allais apporter M. Fuji. En tout cas, peu importe, c'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est SummerSlam 97, mais avant, évidemment, de parler du pay-per-view, on a des remerciements à faire. Ah ouais? Ben oui, M. Joël Couturier, pardon. Ah! J'ai pas son nom déjà. C'est le père de Sean Couturier, ça, non? J'en doute. On pourrait demander. On demandera. Un fan qui nous a écrit sur notre page Facebook de Deux chaises de métal, qui avait découvert notre podcast avec SummerSlam 94, qu'il l'a écouté ou qu'il l'écoute encore en ce moment. Puis on le remercie beaucoup d'avoir fait une marque de confiance comme ça, des beaux mots comme ça nous aide tout le temps à continuer encore plus. Hein, Marc? C'est vrai. La seule affaire, par exemple, mon Joël, c'est que nous autres, c'est un podcast puis pas un balado. Fait que j'aimerais ça que quand tu nous parles, tu utilises les mots exacts. Mais sinon, je t'aime bien pareil, mon Joël, continue. Ah, c'est ça l'avant-chose que le podcast c'était pour dire. C'est ça. Ça valait la peine, ça valait la peine. Ouais, tout ça pour ça. Puis il m'a fait une demande spéciale aussi que je n'aimerais pas, mais qu'on prend ça en note, puis il y a des bonnes chances qu'on le fasse. C'est quelque chose de quand même important dans le monde de la lutte, fait qu'on va sûrement en parler un moment donné, mais on ne garantit rien, mais reste à l'écoute. Puis Joël, tout ça de même, mais tant qu'elle nous a envoyé un DM, il y a le chandail entre deux chaises de métal qui est disponible. Fait que tu sais, tant qu'elle nous a envoyé ça, tout ça de même, il y a un très beau chandail. D'après moi, c'est une des plus belles choses. Ouais. Oui, ce chandail comme ça, Joël, ça a des DM de Marc. Oui. Sinon, tu peux nous écrire sur Entre deux chaises ou c'est ça. Entre deux chaises. Comment ça? À ce que les présentations sont faites, où on parle le podcast, puis notre commanditaire, puis tout le kit, malheureusement, on peut parler d'une couple de décès qui ont lieu dans le monde de la lutte récemment. Oui. On va commencer par Monsieur le Patriot, ancien lutteur de la WCW et de la WWF, évidemment. Entre autres, il a lutté beaucoup au Japon, ce que je sache aussi. Oui, il a été, en fait, il a été pas mal. Sa plus grosse rivalité, je pense, c'était avec le Team America contre Team Canada. Surtout contre Bret Hart. Hein. Contre Bret Hart. Il n'avait pas été repris par Hogan aussi? Non, c'était pas ça. Hein? C'était pas pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le monsieur, il s'appelait Del Wilkes, le monsieur qui était le Patriot. On l'a vu à l'Absolu avec... on a fait un review à un moment donné, puis il était dedans, me semble, ça se peut-tu? Ça se peut. Il était avec Buff Bagwell, justement. Oui. Oh, ben, c'est vraiment plus Buff Bagwell puis le Patriote contre Paul Roma puis Paul Orndorff, méchant hasard pareil, hein? Buff Bagwell, tu savais que c'était un ami de Le Tourneur, l'ancien commentateur de WCW? Non, aucune idée, je savais pas. Ben oui, c'est un de ses amis. Non, mais un fun fact, on apprend tous les jours en deux chaises de métal. Oui. Puis ça, le Patriote, moi, comme Marc a dit, souvent à WBF, évidemment, avec rivalité contre Bret Hart, USA contre Canada. Puis il y a un autre fun fact, souvent tout le monde qui regarde la lutte un peu le sait, mais la tonne d'entrée de The Patriot est la tonne qu'ils ont pris par après pour Kurt Angle, ouais, c'est vrai.
qui a été popularisé par Kurt Angle par la suite. Oui, exactement. Puis puis non, évidemment, malheureusement, il est décédé il y a 2 semaines. Puis c'est ça. Sympathie à la famille et les amis de Patriot. Et posez en paix, mon cher ami patriote. Oui, et on parle pas du drink de la distillerie, là. Non, 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 non. OK, parfait. Il y a un autre décès, malheureusement. On a parlé un petit peu plus tôt on parlait de monsieur le patriote, mais c'est un certain monsieur Paul Orndorff, Mr. Wonderful pour les intimes. Mr. Wonderful, qui est un de mes surnoms aussi, tu savais? C'est toi qui l'as donné, je me le tiens, celle-là? Oui, je le prends maintenant, il est disponible, fait que c'est mon nouveau surnom. Mr. Wonderful. Il est en de bonnes mains. Oui. Fait que non, c'est ça, il est décédé récemment, vraiment dans les derniers jours, je pense, c'est mercredi dernier, je crois. Oui, oui. Puis ça, c'est un gros morceau de la Golden Era qu'on adore les deux qui est parti. Il y a beaucoup évidemment, ça rivalité contre Hulk Hogan avec son fameux heel turn qu'il avait fait contre Hogan dans un match. C'était lui puis Hogan contre Big Johnson et King Kong Bundy. Ouais. Et après ça, un match de cage, de Saturday Night's Main Event qui a eu lieu, qui était excellent, là, le fameux photo finish entre les deux. Là. Un des meilleurs, un des plus mémorables. Là. Cage match, oui, ça s'en pour vrai le of all time, là, pas juste dans les années 80 là. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il aurait dû battre Hogan, mais tu sais, vu que c'est Hogan, il y a beaucoup de monde qui pense qu'Hogan aurait dû perdre contre bien du monde, mais pour M. Wonderful, c'est vrai que ça aurait été bon pour sa carrière, qui est je pense que c'était un des bons heels aussi. Là. Il me semble que c'est un très, très, très bon heel. Là, il était évidemment le main event du premier WrestleMania, il était dedans. Oui, c'est vrai. C'était lui avec M. Roddy Piper, avec Bob Orton dans leur coin, contre Hogan, Mr. T et Snuka dans leur coin aussi. Ouais. Puis puis évidemment, il y a eu beaucoup il était à la WCW par après aussi. Mm-hmm. Il y a eu, il était dans la fin de Bobby Heenan, dans le temps, la WWF était dedans. Un des seuls gars qui a été renvoyé 2 fois de la famille de Bobby Heenan. Les 2 fois, il a quitté les deux fois par lui-même. C'est vrai, hein? Puis malheureusement, l'affaire que je me souviens le plus récemment, les années 2000, là, c'est il a fait un stint à la WCW par après. Il était un des coachs du Power Plant, je pense aussi. Ouais, ça se peut. Puis maintenant, il y avait un match qui il était dedans contre. Il y avait les Natural Born Trailers, il y avait les Filthy Animals, puis il y avait eu un de ses anévrismes. Je pense qu'il était tombé paralysé d'un côté de son corps pendant le match, puis les lutteurs l'autant autour de lui. Là. Ah ouais. Ouais, c'est genre, je pense, c'est genre 2000. New Blood Rising, une affaire de même, mais c'est vraiment genre, il était à terre puis il polarisait d'un côté parce qu'il y avait dans les années, il avait fait une maladie pour son bras, mais tu sais, c'est dans le temps qu'il était en rivalité avec Hulk Hogan, fait qu'il a fait, ben là, moi, je veux pas perdre mon argent puis mon gros push, fait que je vais rester. Fait que c'est l'affaire que, malheureusement, que j'ai jamais traité. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, il avait un bras plus petit que l'autre. Puis, en tout cas, malheureusement, c'est comme ça que sa carrière de lutte s'est terminée. Mais sinon, oui. Je pense qu'il a été plus populaire côté WCW, non? Ben non. Golden Era de WWF était bien plus populaire. Là. Non, mais Golden Era, ouais. Mais je le connais bien, mais j'ai pas des grands souvenirs de lui. Ben, il n'a jamais gagné de ceinture, non? As-tu déjà gagné de ceinture? Champion par équipe. Champion par équipe, ouais. Donc, je te dirais. Non, hein? Pas vraiment, non? Single, non? Il aurait pu. Ben oui, c'est un gars très solide dans le ring, puis il avait une bonne shape, là, évidemment, dans les années 80. Ouais. Tout le monde avait une bonne shape. Là. Ouais, mais lui, c'était comme une shape un peu à la Bullish Bulldog, là, si on peut comparer. Tu sais, genre, ouais, c'est d'allure. Ouais. Il fait ça, malheureusement, il est décédé lui aussi, fait qu'on a quand même 2 gros morceaux. Depuis une couple d'années, là, on n'échappe pas à rien dans le monde de la lutte. Il y a beaucoup de décès, malheureusement, évidemment. Ouais, mais là, on vieillit aussi. Ouais, c'est ça, on meurt tout un jour. Il y a eu la COVID aussi qui a eu lieu, qui a écourté bien des vies aussi, malheureusement. Tu sais, c'est sûr que ça aide pas, mais en même temps, on y passe tout un moment donné, mesdames, messieurs. C'était très profond. C'est triste, mais c'est la vie. Fait que, encore une fois, M. Wonderful, Paul Orndorff et Patriote, reposez en paix, messieurs. Je m'occupe de poursuivre la legacy de ton nom, M. Wonderful. Oui, fait que, on sait que vous avez beaucoup de heart and soul, vous deux. C'est pour ça qu'on continue ça avec le pay-per-view SummerSlam 97 Heart and Soul. Pas pire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que SummerSlam Heart and Soul est présenté par Stridex.
Ceux que ça va, c'est quoi Stridex? C'est genre Cléracil, mais en anglais. Qui est la 10e édition du pay-per-view. Il a eu lieu le 3 août 1997 en direct du Continental Airlines Arena de East Rutherford, New Jersey. Ouais. L'aréna des Devils à l'époque. Beaucoup de grosses vedettes sur cette carte-là. Vedettes montantes aussi. C'est un peu... depuis un an, depuis 96, je te dirais, là, ça commence à être un changement de garde à WWE. Des nouvelles stars qui arrivent avec Austin, le Triple H qui est là, Mankind qui est arrivé avec ses Three Face of Foley. Legion of Doom est encore là. C'était pas leur meilleure époque, là, mais tu avais Bret Hart qui c'était sa dernière année de WWE, puis Taker qui était dans son prime. Son prime a duré quand même longtemps, je te dirais. Mais, ouais. Sinon, tu avais Triple H, Mankind qui ont continué par après comme deux des plus grandes stars de l'époque en général, évidemment. Là, avec chimie entre les deux. Hein? Ils ont une bonne chimie ensemble, eux autres. Oui, c'est... On peut vendre le punch tout. Il y a un match plus tard dans la soirée. Ouais. Mais en fond, au début de la soirée. Mais là, ça, ils ont commencé la rivalité dans ce temps-là. Puis non, ils ont eu des matchs classiques. Là, moi, je me rappelle très bien encore du Royal Rumble 2000, où il y avait un street fight entre les deux, avec Cactus Jack et Triple H. Ouais. Avec Triple H qui avait un thumbtack, qui avait des pédigrés sur les thumbtacks à Cactus Jack. Évidemment, aussi, il y a eu le Hell in a Cell à No Way Out après. Puis, oui. D'autres matchs aussi assez mémorables entre les deux. Oui. Puis, ce qui est drôle, c'est que la première victoire de Mankind pour le championnat de WWF, c'était à cause de DX qui a gagné. Oui, puis non. Pas plus Stone Cold. Hein? Ouais, t'avais Stone Cold, mais DX était là quand même. Oui, il était là pour l'accompagner parce que dans la Corporation contre DX. Ouais, mais non, c'est sûr qu'il était là, il était aux abords du ring pour ça. Puis même que Triple H, quand il a gagné sa première ceinture de WWF, c'est lui qui avait battu justement Mankind. Oui, c'est vrai. Le lendemain de SummerSlam 99. Oh. Avec guest referee Jesse Ventura. Oui, exact. Bref, après l'hymne national américain, on a le vidéo d'instruction qu'on a vu tantôt au début du show. Ouais. Ben, de notre choix, nous autres, là, pas leur choix, eux autres. Oui, c'est ça. Puis, au début, je voulais vous l'expliquer, mais pour y faire vraiment justice, je préférais vous le faire écouter, vous faire regarder et écouter sur YouTube ou n'importe quelle plateforme que vous écoutez notre podcast en ce moment. Ouais. C'est une guerre de pays, là. Oui, une guerre de pays, puis un secret aussi qui sur Taker, là, qui le surveille de très près. Paul Bearer fait des menaces au Deadman. Je me demande c'est quoi. Oui, moi aussi. That's gotta be. Les candidats de la soirée ce soir sont Vince McMahon, Jim Ross et Jerry the King Lawler. Et JR dit qu'il y a un feeling que les ceintures vont changer de main ce soir. Ben oui, méchante prédiction. Ouais. Et Lawler dit que Stone Cold va embrasser le derrière d'Owen Hart. Ouais, c'est ça, parce que là, il y a des stipulations dans à peu près tous les matchs. Là. Oui. Les stipulations qu'on va nommer quand le match va être rendu, mais non, évidemment, il y a beaucoup de si je gagne pas, je fais ci, si je gagne pas, je fais ça. C'est fun, rajoute un enjeu de plus au combat. C'est fun. Ouais, c'est spécial comme pay-per-view. Parlant de fun, match numéro 1. Oui. Hunter Hearst Helmsley, accompagné de Chyna, va affronter Mankind dans un combat de cage, Steel Cage. Quelle belle image. J'aime que sur le VS, ça soit Chyna qui est en avant-plan. Ben oui, parce qu'elle n'est pas dans la cage, elle est à l'extérieur. Oh. C'est à l'extérieur de la cage dans la photo, tu vois. Ouais. C'est bien fait. Et Helmsley, qui est le King of the Ring 1997, justement, il avait battu Mankind en finale, donc la rivalité a commencé. Dans le fond, après le combat que Triple H avait gagné contre Mankind, il a pété son sceptre dessus, sa couronne, puis il a même fait un pedigree à Mankind sur la tête des commentateurs. Ils ont continué ça à In Your House Canadian Stampede le mois d'après dans un combat qui a duré quasiment toute la soirée. En fond, ils ont lutté c'était pas mal False Count Anywhere, fait qu'ils sont battus pas mal partout dans l'aréna. Même que Chyna s'en est mêlé, évidemment. Fait que c'est pour ça qu'on a un match de cage ce soir avec Chyna qui est à l'extérieur de la cage pour pas qu'elle s'en mêle. Et pour ceux qui savent, qui ont écouté de la lutte une fois dans leur vie ou deux, savent qu'est-ce qui s'en vient, là, que la cage ne change pas grand-chose dans le fond. Ben oui, puis non, là, parce que pas vraiment. L'affaire avec la cage bleue, c'est que les trous sont plus gros, fait que c'est plus facile d'intervenir dans le match aussi. Là. Oui, je sais, mais dans le sens que la cage, là, en général, là, que ce soit la cage bleue ou la cage qu'ils ont de nos jours, est faite pour empêcher les gars d'avoir de l'interférence pour qu'ils règlent leurs problèmes un contre un. Okay, Ils font tout le temps ça dans tous les matchs. Ils disent moi, je veux un combat de cage, je veux pas que personne n'intervienne. Il y a 4 gars qui interviennent pareil. Mais ce que j'aime de ces combats de cage-là, c'est que c'est le premier, il faut qu'il sorte
mettons, de l'extérieur ou ben, par la porte. Fait que je préfère ça, moi, au match où tu dois piner ou une soumission normale. Je trouve que le match de cage devrait être tout le temps être un match. En tout cas, la plupart du temps, devrait être comme ça. Ouais. C'est parce qu'à ce temps, les matchs de cage, avec la lutte qui évolue, ben, c'est plus dur de faire les matchs de cage que tu n'as jamais rien vu. Là. Ouais, mais faire des pins, des soumissions, ça aide plus à faire d'autres choses de plus dans le match. Là. C'est quand même excitant de savoir si le gars va sortir ou pas. Quoique des fois, c'est vraiment ridicule que le gars essaie de monter par-dessus la cage quand la porte est juste à côté. Là. Mais ça, c'est un autre point. C'est sûr. Et en fond, Mankind, dans ce temps-là, il faisait une série d'entrevues avec Jim Ross pendant les Raw. C'est tranquillement pas vite d'expliquer un peu, dans le fond, le Mick Foley, sa vraie vie à lui. Ouais. Avec, évidemment, la touche de son passage à Mankind qui parlait l'histoire. Ça a fini il a fini par faire un mandible claw à Jim Ross dans la dernière entrevue. Puis c'est excusé tout après. Fait que c'est comme ça a commencé tranquillement, pas vite, son turn vers un babyface, parce qu'avant ça, Mankind était purement heel. Ouais. Il y avait une tourne très dark. Puis j'aimais bien son entrée aussi, où il regardait partout, il regardait en arrière, comme s'il y a quelqu'un qui le poursuivait. Ouais. Puis justement, Mankind Mick Foley, c'est un des rares à avoir deux tunes. Une pour rentrer, puis une pour sortir. Ouais, c'est vrai. La première tune est plus dérangée, puis l'autre est plus calme parce qu'évidemment, il a gagné, fait que là, il est plus calme, il se calme, puis c'est ça. Puis corrige-moi si j'ai tort, mais il me semble que il a commencé à SummerSlam 96 contre Undertaker dans un ballroom match, non, Mankind? Non, il avait commencé, il y avait le lendemain de WrestleMania 12. Ah ouais? Tant que ça? Ah ouais, le lendemain de WrestleMania 12, son premier gros match contre Taker, c'était à King of the Ring 96. OK. Dans le fond, l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a commencé à 96, non? Exact, ouais, le WBF, ouais. OK, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Mankind domine au début Hemsley et demande que la porte soit ouverte, mais c'est Chyna qui la referme. Après ça, il y a un mandible claw sur Hemsley, sauf qu'il va vers la cage avec Mankind. Fait que ça fait que Chyna peut arriver avec son genre de chaîne pour étrangler Mankind à travers les barreaux. Puis Chyna rajoute encore en plus après ça quand Mankind monte pour sortir. Fait que quand il enjambe la cage pour sortir, l'autre elle donne un gros coup de poing d'un gosse. Très plaisant. Je suis sûr qu'il aimait ça. Mais Chyna, elle a vraiment bien worké le match. Oui. À part un bout à la fin, là, on va revenir là-dessus tantôt. Ouais. Mais sinon, elle était très impliquée, puis c'était le fun. Ouais. Après ça, Shades of Owen et Bret Hart à SummerSlam 94 qu'on a vu la dernière fois ici, au podcast. C'était le même spot, une superplex, mais cette fois-ci, c'était Hemsley qui a fait ça à Mankind. Sauf que cette superplex-là, j'ai l'impression que perdu pied. Elle était pas autant gracieuse que celle de Bret, là. Elle était vraiment, comme ils ont tombé sur le coin du ring, là. C'est comme s'il avait perdu pied, puis c'était juste ce qui s'en passait. Ouais. Puis on sait que ceux qui ont déjà lutté savent que le coin du ring, c'est un peu plus dur, mettons. Il y a moins de spring. Ouais, ça a dû faire un peu plus mal. Le bruit était moins intense. Parce que, tu sais, celle de Bret, c'était vraiment dans les airs, il lève, puis la grosse flèche. Tandis que ça, c'est genre juste, je te pointe, puis je t'écrase. That's it. Mais à leur défense, Bret et Owen, Triple H, Mankind, il y a quand même une différence de talent. Beaucoup dans ce temps-là. Là. Ouais. Après ça, Triple H fait un backdrop à Mankind dans la cage. Ça, les deux brawl en haut de la cage, puis Mankind punch Triple H qui tombe les bijoux de famille direct sur la corde. Et après ça, on a Mankind qui est à la porte, sauf que malheureusement pour lui, il y a Chyna qui pousse l'arbitre et qui ferme la porte sur la tête de Mankind. Ouais. Donc, c'était pas mal violent comme écrasage de cage. En même temps, je comprends, Mankind il a sûrement dit, bon ben, ouais. Vas-y, go for it, ramasse-moi comme si ta vie en dépendait. Puis il s'est même pas protégé, il s'est mis à la tête première, la cage. Tu sais, la cage en plus, c'est quand même solide. T'as entendu, on entend un bruit, mais c'est pas un bruit fake, c'est sa tête là. Puis en plus de ça, lui, il porte un masque sur sa tête en plus. Ouais. Les barreaux de la cage sur son masque et sa tête. Là, ça... Je sais pas si tu as remarqué, la cage, là, elle bougeait pas mal. Là. Ouais, quand même. Parce que, me semble, celui de 94, la cage, on dirait qu'elle était plus solide, peut-être pour faire des spots, mais on dirait que celui-là, elle s'éloignait du ring comme si elle était mal placée. C'était bizarre un peu. Peut-être. Peut-être que Mankind il était tellement plus corpulent que la cage a comme pas le choix de donner un peu de plus de lousse. Mais malgré qu'il était quand même en shape à cette époque-là. Il était quand même. Relativement aujourd'hui, en effet. Ouais. Et après ça, on a Triple H qui essaie de faire un pedigree sur une chaise que Chyna a mis dans le ring
donné ça à Hunter. Puis évidemment, le fameux spot qu'on connaît tous, là, Pedigree, ça marche pas. Slingshot, dans China qui était monté sur la cage de l'autre bord. Elle-même par la table, on sait très bien que c'est le slingshot qui s'en vient. Puis après ça, Mankind a fait de double arm DDT sur la chaise en question. Ouais. Après ça, il a monté au top pour sortir, sauf que China est arrivé dans la ring pour essayer de sortir Ramsey. Sauf que c'est pas son cue pour sortir Ramsey. Fait que Ramsey, il a dit non, je suis correct, va-t'en. Puis là, elle est sortie. Elle a l'air un peu niaiseux dans le sens d'aller l'aider pour sortir tout de suite. Là. Mais c'était pas son cue, c'était pas son spot. Dans la lutte, on sait, nous autres, que si c'est pas ton spot, essaye pas. Non. On a notre match de 7 puis si tu le scrapes, tu vas en entendre parler. Oh. Et ouais, c'est après ça, Mankind, il monte pour sortir de la cage. Sauf que rendu seulement qu'il dépose les pieds pour sortir, il y a une pensée dans sa tête, M. Mick Foley. Puis il veut faire imiter, en fond, la fin du match qu'il a vu en personne lui-même le 17 octobre 83 au Madison Square Garden de New York. Un match de cage avec le Magnificent Don Morocco qui a affronté Superfly Jimmy Snuka. Ouais. Et après le match, il y a Jimmy Snuka qui a monté sur le top de la cage pour faire son Superfly Splash à Morocco. Genre, c'était pas Tamina. Ouais, d'ailleurs, il n'a jamais vraiment montré à sa fille comment faire ça, je pense, parce qu'elle l'a jamais réussi. Ouais, il est occupé à faire d'autres choses, je pense. Ouais. En ville. À la cour. Évidemment, après ça, Mankind, il déchire son chemisier pour montrer un cœur. Ben, en théorie, je pense qu'il a un peu sué, fait que ça a comme effacé le cœur, mais il va avoir un gros cœur ici pour représenter son personnage de Dude Love. Et après ça, il a fait un elbow du top de la cage. Et c'est là, après ça, qu'il a monté pour sortir pendant que China était dans le ring à tirer Triple H pour la porte. Mais malheureusement pour Hunter et China, c'était Mankind qui est tombé en premier pour gagner le combat de cage. Et tu sais, ça, c'est une fin qui marche avec un gars comme Mankind, Mick Foley, qu'il aime ça prendre des high risks. Un peu Jeff Hardy qui le faisait aussi quand il y avait des cage matchs. Mais tu sais, n'importe quel autre lutteur qui n'est pas genre de ce style-là, c'est totalement ridicule qu'il retombe en bas. Puis que... En tout cas, moi, quelqu'un qui fait ça devrait perdre le match. Là. Ben, tu parles mettons qu'il aurait manqué sa shot, maintenant? Ben, mettons, même s'il l'a et qu'il remonte, moi, j'aurais fait que China glisse Triple H puis le fasse sortir en premier parce que tu as pris un risque inutile. Tu sais, pour sortir le match, mais en même temps, c'était pas ça la storyline, mais... Ça, je suis d'accord avec toi s'il manque. S'il manque, oui, c'est sûr, tu fais ça que China rentre en ring par le sort, mais s'il gagne, je vois pas pourquoi ça ferait ça. Là. Je sais pas, non, mais c'est parce que tu as un manager en plus qui est là, puis en tout cas, c'est bizarre. Là. Tu prends un risque inutile. Là. Ouais, au PDP, il aurait pu sortir par la porte. Là. Ouais, mais le China était là aussi, en tout cas. Ouais, même année, l'arbitre s'est dit, ça va faire, là, maintenant, arrête de. Peu importe, là, c'était probablement une des seules victoires de Mankind contre Triple H. Il n'a pas gagné souvent contre, là. Non, pas tant, là. Ouais, vite de même, je ne saurais pas te dire. Ils ont eu des moins de 10 matchs au moins contre l'autre facilement. Là. Ça, c'est ça, pas incluant les tag matchs et les six-man tags d'affaires de même. Ouais, c'est ça. Mais avec toutes les bombes qu'il prend, c'est un peu dur de gagner un match. Ouais, c'est ça. Et la chanson de Mankind, arrête, c'est une tune disco qui part. La chanson de Dude Love, un de ses trois alter ego. C'est drôle en plus parce que genre il tape du pied en bas, il tape du pied. Là. Après ça, il danse puis il arrête de même. Là. Ouais, c'est des acclamations de la foule. Puis c'est ça, fait qu'un combat de cage très solide, un très bon opener. Ouais. Puis Dude Love, ça vient de la jeunesse de Mick Foley, qui c'est un de ses premiers personnages qu'il faisait quand il n'était pas connu. Là. Ouais, mais c'est en Dude Love. Ouais, c'est en Dude Love qui avait sauté du top de sa main. Là, ouais. Oui. Puis lui, c'est un fan de Shawn Michaels, si je ne me trompe pas, ça se peut-tu? Oui, il disait qu'il voulait ressembler à Shawn Michaels. Ouais. Bref, il était pas beau, mais il voulait que le monde l'aime. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Fait que, après ce soir, le face turn de Mankind est officiel. Ouais. Statut qu'il va garder pour pratiquement toute sa carrière à la WWE. Pretty much. Même quand il était heel, la foule l'acclamait pareil parce que c'est Mick Foley. Puis en Dude Love, il a gagné ceinture par équipe avec Stone Cold. Quand même, hein? Ouais. Un mois plus tard, à Raw, il y a eu un match entre Foley et Triple H qui ont fini leur rivalité dans un street fight mythique, comme dirait Dave.
Un street fight entre les deux. À un moment donné, il y avait un segment avant le combat, c'est les trois faces of Foley qui étaient sur le même écran géant en train de se parler. Ouais, aussi. Puis ça a fait l'arrivée en scène de Cactus Jack, première fois le WBF, qui était là, qui a eu un match de street fight contre Triple H. Match qui a gagné avec un pile driver sur une table. En fait, évidemment, c'est la première apparition de Cactus Jack à la WWE. Puis c'est un des bons moments classiques de Raw, avant l'attitude Era, mettons. Ouais. Ouais, finalement, c'est de trouver l'autre victoire de Mick Foley contre Triple H. Dans bleu. Après ça, on a un segment Interview Time avec Todd Pettengill. Les Headbangers, c'est Gorilla Monsoon. Et la gouverneure du New Jersey, Christy Todd Whitman. En fond, c'était elle qui a baissé une taxe qui a permis à la WWF de revenir pouvoir lutter dans les environs, au New Jersey. Ouais, ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas été là. Ouais. Puis, en gros, elle fait une petite promo, puis il redonne une ceinture, la ceinture classique de WWF Champion en guise de commémoration de l'événement. Pas rien d'autre à rajouter vraiment là-dessus. Là. Je me demande si c'est ce segment-là ou l'autre d'après que j'ai trouvé le plus long, mais quoi que l'autre d'après était plus divertissant pour les yeux. Mettons. On va dire ça de même. Alors après ça, on nous montre Tiger Ali Singh dans la foule avec son père Tiger. Et lui, là, quand on parle des pires lutteurs ever, là, il est dans la liste. Ouais. Il était dégueulasse. Puis, c'est suivi d'un court recap d'un beach party qui a eu lieu la même journée dans l'après-midi. Puis quelqu'un a montré quelqu'un avait un signe marqué Sonny is hot. Ben d'accord. D'ailleurs, oui. Vu qu'on parle de Sonny, bon. t'es tagué sur quelque chose cette semaine sur Facebook. T'es pas le seul qui me tague d'affaires de Sonny tout le temps. Elle cherche un partenaire. J'ai des co-stars pour ces vidéos, on va dire ça poliment érotiques. Elle fait des vidéos érotiques? Ben, elle fait son OnlyFans. Ouais. Puis, finalement, tu vas-tu participer? J'ai pas parlé encore, mais ça s'en vient. On va mettre des images sur le podcast, si vous voulez. si jamais ça arrive, ça va se faire un Patreon entre deux chaises de métal, puis ça sera disponible là-dessus parce que YouTube ne nous laissera pas diffuser ça. Non, tu trouveras un nouvel animateur, ben, je vais rester avec elle. Ouais, mais hey, c'est pas la même photo qu'elle traîne depuis 10 ans. Là. Non, c'est exactement ça. Pas une once de graisse de patates frites dans ces shorts-là. Bref, match numéro 2. Ouais. Goldust, accompagné de Marlena, affronte le Loose Cannon, Brian Pillman. Et pour la première stipulation de la soirée, si Pillman perd, il doit lutter dans les prochaines semaines en robe jusqu'à temps qu'il gagne un combat de lutte. Ouais. Puis pour rajouter ça à cette affaire-là, des stipulations, là, ça vient d'une personne, malheureusement, pas malheureusement qu'ils ont fait ça. C'est Bret Hart qui a fait une stipulation. C'est par après ça que tout le monde a renchéri avec leur stipulation. C'est Bret qui a parti le bal avec la Hart Foundation et Shawn Michaels a fait une prédiction. Ouais, c'est vrai. Puis, petite parenthèse vite de même, le garçon de Brian Pillman qui a signé officiellement la AEW cette semaine parce qu'il était encore sous contrat avec une autre fédération. Ouais, à la MLW, je pense. Ouais. Fait que là, un de mes tag teams préférés. Fait que, les Bronx, ben oui, ils sont bons. Ils sont maintenant signés, puis ben hâte de voir. J'espère qu'ils vont gagner un championnat dans les prochaines années. Il y a des chances. Fait que c'est ça. Fait que l'histoire entre Pillman et Goldust est reliée avec Marlena, évidemment, qui est déjà en couple avec Pillman dans les années 90 au début. Puis ça, pendant que les deux étaient à la WCW en même temps que Dustin aussi. Ouais. Puis, fait que ça, puis c'était insinué dans la storyline comme quoi que la fille de Goldust et Marlena était peut-être pas d'elle, mais de Pillman. C'est rajouté de la psychologie pour le heel. Ouais. Mind Games. Après ça, on a Pillman pour chasse Marlena à l'extérieur du ring. Il reçoit une clothesline de Goldust de l'autre bord, tu sais, le fameux spot la personne qui est autour du ring, puis le gars l'attend au bois avec un clothesline. Ouais, puis quand le réalisateur de l'émission ou du pay-per-view c'est bien fait, tu vois pas que l'autre est l'autre bord, puis il apparaît dans ton écran. Ouais, tu vois juste une tête qui sort, puis il va faire un clothesline. En fond, le match n'est pas très bon, pour être bien honnête avec vous autres. Non. Puis le finish arrive quand Goldust fuck up un sunset flip. Puis en fond, il est comme. On dirait que. Mais en fond, il dit qu'il fuck le move, mais c'est comme Pillman qui était un petit peu trop loin, je pense aussi. Ouais.
Puis ça fait un gros struggle bien long, au moins une dizaine de secondes là, pour qu'il s'est rendu à la corde. Ouais. Quand il s'est rendu à la corde, il a reçu un coup de sacoche de Marlena d'en face. Dans sa sacoche, il y avait une brique, évidemment. Ouais. Il n'y avait pas ses papiers d'impôt, certains. Après ça, il a renversé le Sunset Flip, il a réussi à le faire pour le compte de 3. Avec quand même un gros pas de la foule, quand même. Oui, absolument. Goldust était très over là, en ce temps-là. Ben, c'est un des meilleurs personnages ever qui a été créé, selon moi. Oui, pour vrai. Un des plus controversés aussi, évidemment. Oui, il était précurseur là, avant son temps, si on veut, là, avec tout ça, ouais. avec son personnage. Puis, fait que ça, maintenant, Pillman doit lutter avec une robe dans les prochaines semaines. Ouais, puis je me souviens de ces Raw-là. Puis, ben, tu sais, c'était la stipulation la plus évidente qui allait arriver, selon moi. Tu sais, toutes les autres stipulations, c'était comme, ouais, ok, peut-être, mais celle-là, c'était sûr, certain que c'était Pillman qui allait perdre. Tu sais, Goldust en robe, personne n'aurait. Tout le monde aurait fait comme, bah, ça fit avec Goldust. Mais vu que c'est Pillman, c'est comme, oh my god, Pillman n'a jamais porté de robe. Là, quand il porte une robe, on a fait ça spot-là à NW aussi. ouais, c'est vrai. J'étais dans le match. Oh, bah, c'est vrai. Tabarnak. Ouais. C'était pendant notre match à nous autres, hein, on était en équipe dans ce temps-là. Hein. Non, c'était juste un. Ouais, on était ensemble, mais c'était juste un match en simple qu'on était là. On n'aimera pas l'adversaire, mais ça. on salue les Hollywood Aces. Aces, on dit. Ah, ok. En fait, c'est un mauvais match. Dommage que le match n'ait pas lieu 3-4 ans avant à WCW parce que ça aurait été vraiment écœurant, mais regarde. Pillman, il n'était pas en top shape parce que une couple d'années avant, genre une année avant ça, il y avait eu un accident de moto très grave, ce qui était quasiment failli se faire amputer à la jambe, quasiment. Ouais. J'ai pas de super souvenir de Pillman en tant que lutteur, moi. Ben, WCW, les années 90, 80. Ben, les années 90. Ouais, il faisait des bons matchs là, contre des Johnny B. Bad, puis Alex Wright, puis des gars de même. Là. Justin Thunder Liger aussi, il faisait des bons matchs contre. Il va falloir reviewer un show de lui parce que pour vrai, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mon plus gros souvenir de Pillman, c'est sa rivalité Austin. Ah, ouais. Quand l'autre, il avait cassé la jambe avec la chaise. Ouais, c'est ça. C'était malade. Puis le fameux Pillman a un gun. Ouais. Il avait été dans la maison d'Austin, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, exactement. Non, mais la maison Pillman. Contraire. Hein? Il avait sa jambe dans son plâtre, là, puis mais il y avait des gars qui Austin avait pété pour se rendre dans la maison, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était bon, ça. Ouais, ça dépend de quel côté de la médaille que t'es. Ouais, ça. Et le mois suivant, à Any House Ground Zero, Goldust et Pillman se sont affrontés encore une fois dans un match qui s'appelait le Indecent Proposal Match avec Robert Redford. Non? Et puis, dans le fond, l'affaire, c'est cette fois-ci, c'est que si Pillman gagnait le combat, c'est lui qui avait une situation de son côté cette fois-là. S'il gagnait le combat, il y avait un mois avec Terry comme esclave, Marlena, Terry Reynolds. Puis pendant le combat, évidemment, à la fin, ils ont fait quasiment le contraire de SummerSlam. C'est Pillman qui a pris la sacoche de frappé Goldust d'en face avec, qui a gagné le combat. Puis évidemment, il faisait des promos avec elle dans son lit en l'écœurant. Là. Il avait changé de look complètement. Là. Il avait les cheveux noirs, puis du gros linge un peu gothique, un peu. Là. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours aimé Marlena comme manager. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Ouais, c'est comme lutteuse, moins, là. C'était pas des grands matchs, mais comme manager, elle était un peu bizarre, mais tu sais, ça va avec Goldust aussi, là. Ouais. Mais peu importe ce qu'elle faisait, je trouvais que il y avait du bon heat quand elle était là. Ouais. Puis le prochain twist de la storyline était censé arriver après les 30 jours qui étaient avec elle. Il était censé d'avoir Goldust et Marlena qui étaient pour refaire leur mariage en direct à Anna. Puis la façon que c'était pour se passer, c'est que Pillman était pour interrompre la cérémonie avec le fameux si quelqu'un ne veut pas qu'ils se marient ensemble, qu'ils disent tout de suite ou qu'ils se taisent à jamais. Évidemment, un mariage de lutte, ça finit jamais bien. Il était pour attaquer Goldust de dos puis le faire saigner. Genre vraiment legit, là, vraiment genre un bloodbath. Là. OK. C'était genre le sang était sur la robe de Marlena. Puis il était pour faire déclarer son amour à Pillman puis partir avec. Oh! C'est comme quoi que dans les 30 jours qu'il était avec elle, elle a découvert qu'elle l'aimait puis qu'il y avait un plan pour fourrer Goldust. Là. Puis ils ont droppé à storyline? Ben, je veux dire pourquoi, mais ça aurait été malade en crise, ça aurait été nice. Ouais. Mais malheureusement, la raison pourquoi c'est pas arrivé, c'est que avant la fin des 30 jours, alors de 35 ans, M. Pillman est décédé.
Oh, Ils étaient dans un ensemble d'hôtels avec une overdose. Puis non, ça, il y avait une maladie du cœur qui était de naissance, là, que son père avait eu aussi, qui est mort comme ça aussi, son père. Est-ce qu'il savait? Je pense que oui. Probablement, ouais, c'est héréditaire, de toute façon, ces affaires-là. Il y avait une maladie d'alcool, une maladie de cœur, puis évidemment, avec le gars, il a eu un accident de moto très grave, puis il a fallu se faire quasiment amputer la jambe, parce qu'il était ses painkillers vraiment beaucoup, puis l'alcool, puis un mix fatal, là, on se le cache. Classique des lutteurs. Ouais. La même maladie qu'avait tué son père, puis il est mort pareil. À 35 ans, hein, c'est ça? Oui, ouais. Ils l'ont trouvé mort ensemble d'hôtel, puis c'était la même journée qu'il y avait un pay-per-view, le pay-per-view Bad Blood. Ouais, je me souviens de ça. Il est censé lutter contre Dude Love, justement. Ah. Puis, non, malheureusement, c'est comme ça qu'il est décédé. Puis c'est pour ça que la storyline avec Goldust n'a pas eu lieu. Mais plus tard, après ça, leur plan B, c'était que Goldust dompte Marlena lui-même. Ouais, ils l'ont fait. Une storyline qu'on avait parlé un peu dans notre review Survivor Series 97 sur YouTube avec Alfredo. Oui. D'ailleurs, Alfredo était supposé d'être là, mais. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé. J'ai oublié d'en parler en début d'épisode, mais tu sais, vous savez, ceux qui suivent le podcast, vous savez qu'Alfredo n'est pas jeune, fait qu'il est allé se faire opérer pour ses cataractes. Fait que, de retour bientôt. C'était-tu à Shawinigan qui était? Oui, exactement. Parfait. Un petit joke plate d'Alfredo. C'est une joke qu'il pourrait dire à son âge. Oui, c'est vrai. Après ça, on a un record d'assistance pour la WBF au Continental Airlines Arena avec 20 213 personnes dans la foule qui dit Vince McMahon, tout content. Oui. Après ça, on se transporte vers le match numéro 3. Un match par équipe avec les Godwins qui affrontent Hawk Animal et Legion of Doom. T'es pas prêt? Oui, c'est prêt. Wow. Les Godwins qui sont heal maintenant, on voit qu'ils sont heal parce qu'ils portent la salle de perte, mais pas de chandail en dessous. Ouais, c'est vrai. Avant, en face, ils portaient un chandail tout en dessous. Les Godwins qui ont déjà été managés par ta Dulcie. Oui, ben, le management du monde dans ces temps-là, on va te dire. Elle se promenait avec les ceintures, elle. Oui, ben oui. Elle faisait Lou Albano d'elle-même. Ouais. Un petit peu plus cute. Un petit peu. C'est pas peur. Et en plus, c'est un grudge match, ça, les Godwins contre LOD, parce qu'il y a eu un incident en avril 97 dans un combat pour Shotgun Saturday Night avec les Godwins contre LOD, où pendant qu'ils LOD ont fait leur Doomsday Device à M. Henry Godwin, ben, il est tombé sur son cou. Il s'est fracturé la vertèbre C7 dans son cou. Puis les docteurs ils ont dit qu'il devrait se reposer 15 semaines, puis après, il est revenu après 8. Dans le temps, les lutteurs, hein, c'est ça, l'orgueil, puis faire de l'argent à passer avant leur santé. Ouais. Phineas Godwin, qui était le plus niaiseux, le plus épais des deux Godwin, là, par ailleurs. Ouais. C'est un storyline. Ceux qui ne savent pas, c'est devenu Midian par la suite. Et voilà. Mais avant ça, il y avait leur fameux tag team Southern Justice avec Jeff Jarrett. C'est vrai. Ouais. On n'oublie pas le Naked Midian aussi. Hein? Non, c'est sûr. Ouais, fait que dans les semaines qui ont suivi par après, les Godwins ont attaqué LOD avec des buckets, ben en fond leur gros saut de slop, de ferme. Ils avaient bien Godwin, hein? Ben, ça dépend. Ils avait leur place, là. Ouais, il était correct. C'est un tag team qui était correct. Gimmick tag team. Ouais. Puis pour acheter insulte à l'injure, ils ont fait un reverse DDT, en font le slap job d'Harry Godwin sur la barricade à Hawk, qui l'a splitté à la tête comme un melon d'eau. C'est JR qui a dit ça. Fait que je répète ce que Jim Ross a dit. Après ça, on est backstage maintenant avec les Road Warriors. Hawk dit que ça se termine ce soir aux Meadowlands. Et la revanche va être votre enfer. Les Godwin dit Animal. Attends, on prend une petite gorgée. Oh, what a rush! Oh, what a rush! Oui. Et Lawler dit ici que les fans aimeraient que LOD passe leurs épaulettes aux Jets de New York, comme ça, pour gagner plus de matchs. Quelque chose qui était relevant en 87 qu'il a encore aujourd'hui. Comme quoi, ça n'a pas changé. Les Godwins, c'est une double souplex à Animal qui tombe sur ses pieds et qui les clothesline en même temps, un beau spot. Après ça, on a Henry qui s'envoie lui, Animal, en bas du ring avec une running clothesline à la Mick Foley, tu sais, le fameux où les deux sortent en bas du ring et l'autre donne un gros en tout cas. Ouais. Bon, t'as compris. Et ça, oui, ça a ouvert la porte à Hug et Pig, Henry O. Godwin et Phineas I. Godwin. Elle est bonne.
Et après ça, beau travail des Godwins pour couper le ring en deux. Oh! Ouais, c'est un tag match, t'as pas le choix. Les auditeurs sont allés, ils m'écrivent dans le message de texte. Qui ça? Les auditeurs, il finit son ring en deux. Je sais bien, j'essaie de le convaincre, mais il veut pas. Des affaires qui mourront jamais, mesdames, messieurs. OK. Ça dégénère après le hot tag à Hawk. LOD tente le Doomsday Device à Henry Godwin encore une fois. Sauf que Phineas pousse Godwin hors de la prise, mais malheureusement pour lui, il reçoit un diving clothesline de Hawk de la troisième corde par après. Ouais. Et après ça, les LOD font un spike par le driver à Monsieur Henry Godwin, direct sur son cou. C'est terminé pour la victoire de LOD. Animal et Hawk avec une belle victoire au SummerSlam 97. Puis dans ces années-là, le Power Driver était pas mal à la mode. Il y en a eu dans le match avec Triple H aussi, puis Mankind, il y en a eu dans ce match-là. Il y en a un autre qui s'en vient qui ne fera pas du bien aussi. C'est vrai, en parlant de ça, il fallait que je te l'envoie, je ne l'ai pas fait. Je suis bien, bien déçu. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Bref, c'est ça, un match très correct. Je m'attendais à payer que ça. Ouais, moi aussi, mais non, comme je te le dis, j'ai rien contre les Godwin, puis LOD, ben c'est LOD. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Pas niveau talent, mais qui représente tout. Look, character, Legion of Doom, c'est un no-brainer. T'es encore avec nous autres, ouais. Ouais, c'est parce que je cherche l'affaire, là. Ben c'est ça, mais maintenant, on est rendu au meilleur segment de l'histoire de SummerSlam à vie. Je sais c'est quoi. Dans les semaines précédentes, il y avait un concours avec la chance de gagner $1 million en direct à SummerSlam. Les deux personnes qui ont gagné le concours sont un jeune homme de 12 ans et un homme à la fin vingtaine qui ressemble à Stone Cold. Ouais, ça, c'est selon le commentateur. Selon... Ouais. Ben, il n'y a pas de cheveux sur la tête, puis il y a le goatee d'Austin. Ouais, mais il a plus l'air d'un. Hey, t'as-tu vu ça quand ils ont montré les images là, qu'ils montraient sur le journal, là, sa face? Là? Ouais. Il disait fan losing sleep over wrestling contest, là, puis tu vois sa face, on dirait quasiment un serial killer. Là. Juste la face de même, pas de sourire, rien. Ils sont là ce soir pour leur chance de gagner le $1 million, les chanceux. Fuck le million, ils ont eu bien plus que ça. Et pour faire le maître de cérémonie, on a Todd Pettingill qui est là. Il est accompagné de, pas une, mais deux demoiselles, Sable et Sunny! Et voilà, wow! Sunny Days! Oh, je crois que l'autre ne regarde pas à bonne place. Macaroni! Ouais, hein, Todd s'est fait pogner les yeux dans la quille. Et mesdames, messieurs, là, en 97, c'est ça, c'était un pay-per-view-là? Ouais. J'avais 11 ans, mesdames, messieurs. Ouais. Et, disons que, oui, c'est ça. Bref, c'est ça. Disons que le matelas n'a pas duré longtemps. Non, je change souvent quand j'étais jeune, mon matelas. Bref. Ouais. D'ailleurs, la plupart de ces magazines ne sont plus réutilisables. Je rajoute tout, c'est pour ça. Pas pour rien, là. Moi, je veux. En tout cas, faudrait que tu te maries avec Sonny. Never know. Si jamais ça arrive, je suis prête à aller faire mon. Il n'y avait pas un cours pour être prête là, pour maître de cérémonie. Là. Ben, sûrement. Tu pourrais faire ça. Enfin, tout le monde peut faire ça sur Internet. Tu pognes un permis puis la titre d'attente. Do you say 3 minutes? Pourquoi Rick Bishop? C'est ça, avec après ça, dans le fond, il y a un petit tableau avec 100 chiffres. Bien, on va remettre ça en attendant. Merci, c'est gentil. Il y avait 100 chiffres sur le tableau, puis ils ont demandé au petit jeune de 12 ans de choisir la clé qu'il voulait en premier. Il a pris la clé 52. Et après ça, le Stone Cold version Wish a pris la clé numéro 13. Quel segment interminable. C'était long, là. Ça n'aurait pas été de Todd et Sonny, là, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment plate. Ouais, parce que Sable est belle, mais pas mal juste belle. Hein. Ben, c'est pas juste ça, là. En tout cas, moi, c'est peut-être une question de préférence personnelle, là. Mais en 97, si tu regardes ce segment-là, tu regardes les deux d'un côté de l'autre, là, la star là-dedans, c'est Sonny, là, c'est pas Sable. Ben ouais, Sonny est bien plus entertainer. Ben oui. C'est Sable, on l'a vu, là. Tout ce qu'elle sait faire, c'est prendre sa ceinture et danser.
Are you guys ready for the grind? On ne parlera pas trop parce que Brock, son ponytail va nous péter la gueule. Oui, il a copié mon style de cheveux, ça. Ouais, c'est ça. Mettons. Hey, j'ai le droit. Puis ça, en fond, avant ça, faut qu'ils. C'est chiant pour eux autres parce que les autres qui ont été choisis, qui ont gagné le concours par tirage, faut qu'ils attendent après ceux qui appellent au téléphone. Fait que c'est long, ça. Ouais, fait que c'est Todd qui s'occupe de faire les appels. Le premier numéro de téléphone ne répond pas. Hey, tu fais-tu vraiment un review de ce style d'affaire-là? Pourquoi pas? Faut pas, il met ça en attendant. Faut juste de moi ma face pendant que je parle de ça. Oh my god, je trouvais déjà ça long quand c'est arrivé. C'est voulu. Okay. C'est ça. Ok, je vais faire une long story short. Vas-y. C'est le fun. On a du fun. Ouais, parle pour toi. Hey. Fait que c'est ça. Fait que la personne qui téléphone, mais ils disent t'as regardé le pay-per-view? Non, je regarde pas le pay-per-view, ma compagnie de câble le prend pas. C'est fun. Il choisit la clé 33. Après ça, Sony tente d'ouvrir avec le cadenas, à l'ouvrir le gros coffre-fort avec le million dedans. Et la clé ouvre pas le coffre-fort. Malheureusement, monsieur qui au téléphone n'a pas gagné. C'est ça, même chose pour l'autre personne au téléphone qui a pris le numéro 14. Même chose, c'est Sable qui a essayé d'ouvrir le coffre-fort qui n'a pas marché. Et après ça, c'est au tour du monsieur de 12 ans de faire son choix. Et sa clé rentre pas dans le trou. T'as-tu dit le monsieur de 12 ans? le jeune homme de 12 ans. Ok, parfait. Et sa clé n'a pas marché. Et après ça, il y a un gros hug de Sable. Puis après ça, la meilleure ligne que Todd Pellinger a dit, c'est que tu sais peut-être pas aujourd'hui, mais c'est meilleur que $1 million, ça. Avoir un hug de Sable. C'est vrai. Ben, c'est vrai. Je l'aurais pris tout de suite. Tiens. Ouais, il est un peu flou, mais vous voyez, le Sable est là. Là, c'est les images d'archives que tu as trouvées vite pendant que TJ nous parlait de cet interminable. Regardez le Stone Cold de Wish de toute beauté. Oh my God. Et c'est ça, fait que malheureusement, son Gold de Wish non plus n'a pas gagné. Pour ça, celui qui a fait le concours, ben, il a dévoilé que la clé qui était gagnante, c'est la clé numéro 3. Puis ça, le coffre s'est ouvert et malheureusement, pour ceux qui ont tous fait participer au concours, ben, il n'y a personne qui a gagné $1 million. Ouais, on s'attendait vraiment à ce que quelqu'un gagne. Non. En tout cas, meilleur segment ever. Merci, Sony. Ben, pas juste Sony. Ben, surtout Sony. Là. Moi, il y avait Todd aussi. Tiens. Ouf. Oh, c'est PG, ça, ou c'est pas PG? C'est pas PG, ça. On a le droit de montrer ce qu'on veut, on ne peut pas censurer. Ben, des gars, des femmes, regarde moi, c'est les photos de Tatanka en bobette, on peut bien avoir des photos de Sony et Sable. Là. Hein? Parfait. Fait que c'est ça. Fait que, merci beaucoup de ce beau segment-là. Était écœurant. On vient de faire 3 minutes là-dessus. Parfait. Ben, c'est parfait. C'est le fun. Ah oui, allez voir ça pour les jeunes garçons de 12 ans, ça vaut la peine. Oui, en effet. Assurez-vous que c'est 97, pas 2017, parce que vous avez des surprises. Match numéro 4. Oui. Ken Shamrock affronte le British Bulldog dans un combat pour le championnat européen. Il y a une autre stipulation. Si le Bulldog perd, il va falloir qu'il mange une canne de bouffe à chien en direct à la télévision. Chose qu'on a vu il y a quelques années avec Roman Reigns contre, je me souviens pas c'était qui par exemple. King Corbin. Ah oui, le gars qui fait rien puis que c'est ça. Hey. Il donne pas de il a tout perdu, OK? C'est pas le temps de l'écœurer. Il est sur Cameo aussi, s'il vous plaît. Il l'a encouragé. Il pourrait se mettre avec Sony, tu sais, personnes qui ont tout perdu. Il n'a pas rien, ils n'ont pas tout perdu. Il y a encore mon admiration, les deux. Ouais, c'est ça le problème. Le mois dernier à Raw, les deux ont un bras de fer. Reviens-en. Quand Shamrock était sur le bord de gagner, le Bulldog a donné un gros headbutt, puis il a frappé avec une chaise. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le Bulldog a mis de la bouffe à chien partout dans la face. C'est chien, ça. Ouais. Évidemment, Shamrock est en crise, fait qu'il fonce au ring. Une belly to belly en partant et Davey Boy Smith se regroupe en bas du ring. Il renverse la vapeur avec une souplex verticale, tu sais, son trademark, puisqu'il garde vraiment longtemps dans les airs. Ouais. Et l'action se transporte devant la table des commentateurs. Body slam du Bulldog qui est passé. Il prend une poignée de Dr. Ballard pour lui dérocher dans la face à M. Shamrock.
Et monsieur, évidemment, Shamrock prend ça plutôt bien, évidemment, comme il fait tout le temps. Puis il a collé une volée. Shamrock, je trouve qu'il était sous-estimé. Hey, il était over, là, Ken Shamrock. Non, mais il faisait vraiment une bonne job. Puis le pop de la foule dans ce pay-per-view-là, il fait juste crier. Quand il fait juste son genre de Rah! La foule. Get out of my way! La foule était en fou. Ça, c'était-tu. Là, j'ai un problème avec l'histoire. Moi, des fois, j'ai de la misère à associer les avant-après. Tu le sais, j'ai toujours un an en retard ou un an en avance. Il avait-tu fait son match contre The Rock pour l'Intercontinental à ce moment-là? Le match avec le finish qu'on aime, là? Ouais. C'est par après ça. C'est après, hein? C'est Rumble 98. Est-ce que ça, c'était-tu le début de son. De sa race, si on veut, ou ça avait commencé bien avant, non? Non, Shamrock, c'est ça qui, dès le début, c'est ça son affaire. C'est que c'est un gars qui snappait n'importe quand, là, puis qu'il était. En fond, il avait encore sa mentalité de UFC à la WWE. Ouais. C'est son story arc de son personnage à lui. Là. Puis pour le temps, la UFC, c'était populaire, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Fait que c'est encore, la transition est encore mieux. Il a pris la canne de bouffe à chien, puis il pétait la tête sur la tête du Bulldog. Ça pour vrai, une couple de fois, j'ai fait comme, c'est bon, il l'a peut-être ouvert parce que c'était quand même assez solide. Là. Ouais. Après ça, Shamrock pousse le referee. En fond, évidemment, aussi, le coup de Avant qu'il pousse l'arbitre, il y a le coup de canne de chien, ça fait le DQ, malheureusement. Puis après ça, Shamrock a poussé l'arbitre une couple de fois pour ensuite faire un sleeper à Bulldog avec les jambes alentour de la hanche, puis tout pour qu'il ne bouge pas. Puis il l'a gardé pendant au moins une bonne minute. Là, tu voyais le Bulldog qui devenait mauve, bleu. Il changeait de couleur. Ben oui, il changeait de couleur. Mais pour vrai, là, on dirait quasiment qu'il était sur le bord de passant. Puis évidemment, après ça, après 1 minute et 15 officiels plus tard, il a pogné tout le monde avec des belly-to-belly suplex. Patterson, Briscoe, quoi. Mention honorable à Pat Patterson. Quel bum! Patterson. Il était évidemment moins vieux à l'époque, mais il était quand même il luttait plus, là, il était quand même un peu bedonnant, mais quel bum! Wow! Il y avait Patterson, il y avait Briscoe qui a mangé une suplex, il y avait l'arbitre Jack Down et un de tes préférés, Kiki. Oui, Kiki. Qui a mangé une belle suplex de Shamrock aussi. Ouais. Les refs, eux autres, ils n'avaient pas le choix de faire des beaux bumps à la grosseur qu'il y avait. Tu voyais que ceux qui ont mangé les bumps, c'était des vétérans, ceux qui savaient vraiment, c'était pas n'importe qui. Ouais. Puis après ça, la foule était en délai avec Shamrock qui crie comme un défoncé. Get out of my way! Fait que, évidemment, l'angle de la fin était écœurant. Ouais, c'était pas le plus grand match, mais c'était le match avant était pas mal juste correct sans plus. C'était juste là. Mais des fois, c'est comment tu finis qui est important. Ouais. C'est ça que le monde va se rappeler le plus. Par la suite, le Bulldog a rendez-vous avec Shawn Michaels à One Night Only le 20 septembre dans son patelin en Angleterre. Ouais. Un match controversé que Shawn a gagné. En fond, Davey Boy Smith était censé gagner le combat, même qu'il avait dédié sa victoire à sa sœur atteinte du cancer qui était dans la foule. Sauf que Shawn, qui voulait faire chier Brett backstage, avait convaincu Vince de gagner la ceinture contre le Bulldog. En fond, une heure avant le gala, la décision a été dite au Bulldog qui était démoli. Là. Il savait pas comment réagir, puis évidemment, il a fait le job parce que c'est un professionnel. Là. Ouais. C'est pas mal ça qui a détruit à jamais sa carrière, puis après ça, il n'a jamais été le même après ça. Là, ça l'a comme. Évidemment, c'est quand tu fais de quoi en pensant tout le long que tu vas gagner, puis tu décides le match à ta soeur qui est malade du cancer. Ben... Yes, Shawn. Fuck you, Shawn Michaels. Un vrai trou de cul. Ouais. Parlant de Shawn Michaels, justement, interview time avec Todd Pettengill et le Heartbreak Kid lui-même. Pettengill lui demande s'il va mettre sa carrière en jeu juste pour être quitte avec Brett. Shawn lui répond que c'est pas nécessaire, il le fait parce qu'il le fait en masse backstage. Il n'a pas dit ça pendant tout. Il a dit désolé, il n'y a rien entre lui et Bret Hart. Ce qu'il y avait avant entre les deux était réglé à WrestleMania quand il l'a battu. Hein? C'est pendant. Ouais, c'est ça. Puis tout ce qu'il y avait à régler à WrestleMania est correct. Puis qu'il est là pour être juste impartial comme arbitre de ce soir. Ouais. Après ça, dans la catégorie des choses qui ne passeraient pas aujourd'hui,
On voit un petit recap vidéo du Gang Warfare de 97 avec la Nation of Domination, Los Boricuas et les types de l'Apocalypse. Ouais. Une bataille de gang. Ouais, fait qu'en gros, Farouk avait renvoyé Crush et Savio de de la Nation of Domination, la première faction qu'ils avaient faite ensemble. Ils ont fait chacun leur groupe par après, avec Savio Vega qui a pris qui a fait le leader des Los Boricuas. Et Crush qui était le leader du type de l'Apocalypse, des motocyclus. Je vais mettre dans le podcast, je vais mettre la chanson des Los Boricuas parce que ça me fait trop rire. Et tu peux mettre aussi le VS aussi. Cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres un hombre. Tato, yeah, represento mi borinquen, wow, no te me pongas bravo, caerás al fin y al cabo, soy más bravo, como el gallo borinqueño haciendo batalla. Là? Ben, tu l'as pas fait. Ouais, ça sent bien. Ok. T'en mettras tantôt juste pour le faire. OK. Fait que c'est ça, fait que évidemment, les Africains-Américains contre les Latinos, contre les motards. Ça passerait bien aujourd'hui, ça? Ben, oui, dans le fond. Non, pas vraiment. Pourquoi? Ben, parce que, là, peu importe qui gagnerait, ceux qui perdraient diraient, ah, ben, c'est raciste, là, ou vous êtes contre nous autres. Puis, tu sais comment c'est aujourd'hui, là? Des snowflakes, mesdames et messieurs, comme dirait Dave. Je trouve que tu cites pas mal Dave. Il est pas là pour se défendre. Ben là, je cite des affaires qu'il dit. J'ai pas dit que c'était right or wrong, là. De l'encens, le maître des quiz. Va être de retour la semaine prochaine au podcast. Oui. C'est le temps, là. Match numéro 5. Un combat 4 contre 4 avec les Los Boricuas qui affrontent les types d'Apocalypse DOA. Dans le fond, les Boricuas, c'est Savio Vega, le leader, avec Jesus Castillo, Miguel Perez et José Estrada Jr. Et les types d'Apocalypse sont l'équipe composée de Crush, leur leader, avec Chains, qui était, on l'a vu récemment, en 1994, avec Taker, contre Taker. Ouais. Qui est maintenant sous le nom connu de Chains. Et Skull et 8-Ball, les Harris Brothers. Tu sais, quand on riait des noms de Retribution récemment, là. Ouais. Chains, 8-Ball. Ouais, 8-Ball contre T-Bar, ça serait pas pire. Ouais, ça serait un méchant match. Mais là, pour maintenant, un des moments qui m'a fait le plus marqué de la soirée, les Boricuas vont saluer les commentateurs espagnols, avec évidemment Carlos Cabrera et Tito Santana. Arriba! Arriba! T'as remarqué que c'était lui? Ben oui. Ok, c'est bon. C'est pas ça. Quand même. Puis aussi, j'aimerais ça faire un petit shout-out à la personne dans la foule qui avait une pancarte qui était marquée Nice Ass Crush. J'ai pas vu ça. Ça m'a fait bien rire. Je me OK. Tu vois que le match est intéressant quand tu vois cette pancarte-là. Ben, à leur défense, j'ai vu ça au début, là, Ah, avant que le match commence. Là. mais avoue que le match n'était pas tant intéressant non plus. J'y arrive, mais oui. Qui est parfait. Miguel Perez est poilu en crise. Hein? Ouais. Donc, il y a beaucoup de chants dans la foule. Shave Your Back, un chant qu'ils ont repris par la suite pour A-Train. Après ça, on a Savio avec un beau spinning heel kick dans le coin sur Skull. Puis voici la Nation of Domination qui arrive de la foule Shield Style. Ouais. Puis ils sont représentés par leur leader Farouk, qui est Ron Simmons de APA. Avec évidemment D'Lo Brown qui est là. Kama Mustafa, un des préférés de Mark. Oh yeah! Et Ahmed Johnson aussi. Ahmed Johnson, plus gros que jamais. Controversé, ça, Ahmed Johnson. Il regarde l'action dans le bas du ring. Et quel match plate. Oui. Après ça, Chains reçoit la Warm Tag. Il domine les Los Boricuas jusqu'à temps que tous les 8 opposants brawl ensemble dans le ring, évidemment. Classique. Et Chains se retrouve en bas du ring et frappe Ahmed Johnson qui faisait rien pantoute. Puis lui, il réplique avec un gros... dans le fond, il voulait faire un genre de power driver, mais ça finit en Pro River Plunge. C'était bizarre. Puis il avait enlevé le spécial de Razor Ramon. Il a enlevé le tapis du matelas en bas. Là. Puis il a fait ça sur le concrete. Ouais, ça lui, on a profité pour monter Chains dans le ring pour faire le compte de 3 pour faire gagner des Boricuas. C'est pour ça que tout le monde s'est battu après. Puis Crush a fait passer le monde avec sa moto. Bref, c'est ça. Match vraiment plate. Pas bon pantoute. Ouais. C'est quoi à rajouter? J'ai rien à rajouter. On en reparlera à la fin. Parfait.
Après ça, on a un package vidéo sur la rivalité entre Owen Hart et Stone Cold Steve Austin. Dans le fond, au In-House Canadian Stampede, le mois d'avant, Owen Hart avait piné Stone Cold dans le fameux match 5 contre 5. Un des très bons main events de 1997. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'était un 5 contre 5 qui était à Calgary, en Alberta. Puis c'était évidemment la Hart Foundation, Owen, le Bulldog, Bret Hart, Neidhart et Pillman, qui a affronté l'équipe de Team USA avec LOD, Ken Shamrock, Goldust et Stone Cold Steve Austin. Belle brochette. Ouais, c'est pas peu pareil. C'est un excellent match. Pour vrai, le pay-per-view In-House Canadian Stampede, c'est un des bons pay-per-view de WWE ever. Peut-être qu'on fait un review à un moment donné. Pourquoi pas? C'est un des vraiment... s'il y a un show là, qui n'est pas genre les shows connus, là, qui n'est pas sur votre radar. Ouais, puis qui vaut au moins 8.5 comme fiche, là, mais minimum, là, c'est ça-là. Bref, on va voir un match. On va vous en donner des petits shows de même des fois. Ça sort un peu des trucs que tout le monde connaît. Là. Ouais, c'est ça. Mané SummerSlam, Rumble, tout ça, c'est le fun, mais c'est pas les In-House random, c'est le fun aussi. Ouais, il y en avait des bons. Ouais. Puis Austin avait déclaré qu'à SummerSlam, une autre stipulation qui s'en vient, s'il ne gagnait pas le combat, il était pour se mettre à genoux et embrasser le derrière d'Owen Hart. Ouais. Puis cette stipulation-là devient plus importante plus tard. Le début du Kiss My Ass Club? Non, mais ça a vraiment rapport à la fin, là, pourquoi ils ont fait certaines choses de certaines façons. Là. Ah, non, je sais bien, mais... Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que match numéro 6 pour le championnat intercontinental, le champion défendant, le King of Hearts. Oh, je ne sais jamais comment l'appeler, le Rocket ou le King of Hearts. En tout cas, Owen Hart affronte Stone Cold Steve Austin avec le championnat intercontinental en jeu. Et évidemment, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, si Austin perd le combat ou ne gagne pas contre Owen Hart, de n'importe quelle façon, il va devoir embrasser le derrière du Rocket. Ben, si jamais tu ne sais pas comment l'appeler Owen Hart, tu peux l'appeler le meilleur des Hearts. Le Rocket de King of Hearts, c'est suffisant. Parfait. Le meilleur des Hearts s'appelle pas Brett. C'est correct, ça? Après ça, on a Michael Cole qui est là, c'est l'interview Austin, qui l'envoie chier et qui le pousse. Comme tout le monde devrait faire encore aujourd'hui. Ouais. Et Owen Hart a attaqué Austin à la jambe pendant qu'il faisait ses 4 coins là, avec les bras d'un air. C'est le court durée quand Austin lui fait son loot express pour gagner une coupe de punch d'en face. Et puis le Austin, match est pas... Oui. Austin, dans ce temps-là, il était ça à coche. T'sais, même ceux qui n'ont jamais vu Austin lutter à WCW, là, allez voir des matchs, là, parce qu'il y a eu des matchs solides. D'ailleurs, il y a un match que, là, je te lance ça de même, là. Il y a un match que je veux faire à un moment donné, c'est avec Stunning Steve Austin, il y a Sting aussi dans une cage à WCW, on s'en reparlera, là, mais... Un Wargame, je pense. Ouais, c'est un Wargame qui m'avait marqué à l'époque, mais Austin, là, allez voir ses vieux matchs avant qu'il devienne de big deal, mettons, là. Ouais. Il a toujours été un très bon performeur. Désolé. Ben, pas vraiment désolé. Puis ça te concerne juste tout, mais je t'ai envoyé la petite vidéo, là. Oh yeah. Ouais, fait que Austin, le match est pas mal back and forth pendant un bout, là. Ouais. Puis Austin a renversé un Hurricanrana en powerbomb pour un compte de 2. Ça, c'était un beau spot. Après ça, Owen a essayé de se faire counter out. Mais Austin, il est retourné chercher à l'extérieur du ring parce qu'il demande un compte à l'extérieur du ring fait que Austin n'a pas gagné le match, fait qu'il faut qu'il embrasse le derrière de Owen Hart, parce que c'est important. Ben oui. Et après ça, c'est un bon spot psychologique au match. Par la suite, il y a Owen qui travaille le coup de Stone Cold. En fond, on sait que par la suite, ça rentre en ligne de compte, là, malheureusement, sans le vouloir. Ouais, c'est ça. Après ça, on sait tout le spot qui s'en vient. Austin pogne Owen Hart en genre de... Il veut faire un genre de sidewalk slam, sauf qu'Owen le renverse. Il réussit à le pogner en position de Tombstone. Sauf que, malheureusement, Owen Hart a tombé, au lieu de tomber sur ses genoux à l'Undertaker, il est tombé assis sur ses fesses. Ouais. Puis à noter qu'avant le match, Austin avait demandé à Owen, t'es sûr que ce spot-là, on peut le faire parce que... Là, Owen dit, ben oui, je sais comment faire ça, ce move-là. Austin dit, OK, je te fais confiance, c'est un Hart. Puis finalement, ouais. C'est drôle qu'il ait demandé avant, puis que finalement, il l'ait moffé. Ouais. Fait que, résultat, dans le fond, la tête d'Austin était entre les jambes d'Owen un peu trop profond.
On le voit assez, on va le voir ici, là, mais on le voit assez que son coup, ça écrase sur le match. Ouais. Puis, c'est évidemment, sur le coup, Austin est paralysé. Il ne sent rien du coup jusqu'en bas. C'est épeurant, là. C'est tout pour lui, là. En plus, il y avait des doutes tout le long avant le match qui était. Mais je me souviens très bien, moi, à cette époque-là, d'avoir écouté. Je me souviens dans ma tête d'avoir écouté ce pay-per-view-là. Puis, je n'avais pas remarqué non plus que c'était. Dans ce temps-là, on y croyait, mais en même temps, pour nous autres, ça n'arrêtait jamais la lutte. Là, c'est des professionnels et tout. Puis, je me souviens du small package. Après, j'avais fait comme, voyons, le match était bon. Pourquoi ça finit de même? C'est bien. Là, je le voyais, c'était mou. J'étais comme, voyons, pourquoi c'est mou de même? Et ça, c'était à l'époque où on n'avait pas vraiment Internet et qu'on ne savait pas. Fait que, c'était épeurant quand ça regarde ça. Ouais. Fait comme tu disais, comme tu viens de le dire, ça, Austin était sur le coup, il a dit à l'arbitre Hebner de dire à Owen de laisser du temps, parce qu'évidemment, il était pour s'arranger pour quelque chose. C'est là l'affaire que je te dis que la stipulation est importante dans le sens que tu peux pas faire qu'Owen pin Austin ou qu'il arrête le match pour faire gagner Owen Hart parce qu'il faut qu'il l'autre il embrasse son derrière. Ouais, c'est ça. Storyline. Fait que si mettons il n'y a pas ce storyline là puis c'est juste un match normal, il peut faire le match est off ou bien Owen pin Austin puis c'est tout. Là. Ouais. C'est ça qui est plate avec la stipulation du match qu'ils ont de bien faire, mais en même temps c'est pas de leur faute aussi. Là. Chose que je me souviens pas, est-ce qu'Owen avait embrassé le cul d'Austin après? Non, c'est juste quand je dis la stipulation, c'est juste une personne qui a cette stipulation-là. Ok, ouais, c'était juste Austin qui devait le faire si jamais. Exactement, oui. Ok. Parce qu'Owen Hart, dans le fond, il mettait sa ceinture en jeu, fait qu'il perdait sa ceinture contre l'embrassage de derrière. C'est comme... Je sais qu'Austin en a parlé souvent par après, il a été longtemps fâché contre Owen Hart. Oui, et évidemment. Là, des mots là-dessus tantôt, évidemment aussi pour ça, mais... Fait que ça, comme tu as dit tantôt, Owen Hart, il a donné la foule un peu avec des chaînes de Canada puis d'affaires de même. Ce qui a permis à Austin, tranquillement, pas vite, de ramper vers Owen pour y faire un roll-up pour le compte de 3. Puis, dans son kick-out aussi, Owen Hart, pour avoir l'air tough, mais c'est quand même un roll-up fait avec le kick-out un peu. Puis, en dégageant, il a encore fait plus de dommages au coup d'Austin parce qu'il a comme dégagé avec ses fesses, puis il a comme accroché le coup d'Austin. Ouais, là. Je sais bien, mais le gars déjà, il sent déjà plus rien. Ça arrive vite aussi. Là. Alors, comme tu as dit aussi, tu as dit bien d'affaires avant que je le dise aujourd'hui, c'est pas bon. Je sais, je m'excuse. Tout dans la journée, en discutant avec Owen, Austin, Owen il avait dit qu'il voulait faire un tombstone à Austin, puis il a dit, OK, tu vas tomber sur tes genoux comme Taker. Non, je tombe assis. Non, tu vas tomber assis, non, tu vas tomber sur tes genoux comme Taker. Non, je vais tomber assis. Là, vous avez, bon, OK, là, parce que il savait qu'Owen c'était un world-class athlete, puis que c'était un professionnel, puis il y avait beaucoup de respect pour la famille d'Owen Hart, puis évidemment, il a lutté contre Brett avant ça aussi. Puis, fait qu'il a dit, OK, c'est bon. Et puis en même temps, Owen Hart, c'était un prankster. Fait que peut-être qu'il s'est dit, peut-être qu'il me fait une joke, là, peut-être qu'il dit ça, mais dans le match, il va faire tomber sur ses genoux, puis c'est juste un rib de même pour le fun, là, si seulement. Ouais, c'est ça. Puis, par après, comme Austin, il n'est pas vraiment pardonné à Owen Hart tout ça. Même que, tu sais, c'est sûr qu'évidemment, après le décès d'Owen, il n'a pas eu le choix de tourner la page, là, mais disons que c'était vraiment le tendu parce qu'Owen Hart, quelque chose qui m'a quand même surpris, je pense qu'il avait honte de ce qui est arrivé plus que d'autres choses, mais en même temps, tu sais. Il avait parlé à Austin genre une fois, genre au téléphone d'attitude, c'était très court, et je pense qu'il s'en est jamais remis mentalement, je pense, Owen là-dedans. Là. Non. Ben, c'est vrai qu'Owen, après, n'a pas été le même non plus. Hein. Pas nécessairement ça, là, mais je parle vraiment genre. Tu sais, comme tantôt, on parlait du Bulldog qui était plus le même après que. Pendant la même affaire pour Owen. Là, disons que ça lui a comme donné un méchant choc. Là. Ouais, je pense pas qu'Owen voulait le blesser. Là. C'est un chic type. Fait que, ouais, dommage pour ça. Puis dommage parce qu'il n'y aurait pas à avoir d'autres matchs entre les deux. Là. C'était quand même un bon match, là, selon moi. Ouais. Puis, disons que la raison principale de la carrière d'Austin qui a été courte de même, c'est ce match-là. Là. Ce match-là, ouais. Parce que non seulement ça, après ça, il a changé son style complètement. Parce que, tu sais, on connaît Austin par après comme le brawler avec des street fights et des batailles dans la foule, mais avant ça, c'était un gars, tu sais, il faisait un peu du brawling, mais c'était un gars très technique aussi, là. Ouais, il était capable de faire bien des affaires. Il était genre balancé partout, il était well-rounded, là. C'était genre un lutteur parfait quasiment, là. Ouais, mais par contre, il a quand même fait d'excellents matchs par la suite. Oui, puis c'est ça, fait que là,
Pour ce qui est du combat, ben, c'était bon. Le match était excellent jusqu'à temps que le fuck-up de la fin. C'était quand même la fin, là, parce que c'est pas super. Ouais. L'affaire, c'est qu'il y avait au moins. Par après, ils ont dit qu'il y avait genre au moins 5 minutes de plus au match de plané. Ouais. Ça a coupé court à ce plan-là. Mais en même temps, le match est vraiment secondaire après à cet incident-là, malheureusement. Ouais. C'est plus important la santé. Ouais. Puis Austin va venir dans le ring prendre sa revanche contre le Rocket à Montréal, là, au Survivor Series en novembre 97, 3 mois plus tard. Un autre show qu'on a reviewé avec Alfredo, évidemment. Mais on en a fait des shows. Hein. Nous autres, on est rendu quasiment à 2 ans d'expérience. Là. Attendez, c'est pas fini, ça s'en vient. Ça va être encore meilleur cette année. En 2022, on vous réserve des petites surprises, des petits chefs-d'œuvre. On est comme un bon Merlot. On devient meilleur avec l'âge. OK, laisse faire le Merlot, puis passe au prochain. Ben là, Merlot, c'est bon du Merlot. Non. Il est différent que Marc Merlot. Oui. Vidéo recap par la suite, raconté par Todd Bellingill sur la main event de ce soir. Le Hitman avait promis que s'il ne gagnait pas le titre ce soir à SummerSlam, qui était pour plus jamais lutter aux États-Unis. Puis dans son chemin, se retrouve malheureusement pour lui The Undertaker, le champion défendant. Mais? Oui. Ah oui. C'est pas toi non plus. Là. Shawn Michaels lui a décidé de donner le special guest referee du combat. Il a dit que s'il montrait du favoritisme à l'Undertaker, lui non plus pourrait plus lutter en sol américain. Bon. Et évidemment, Brett n'a pas vraiment aimé ça, évidemment. Il s'en est même pris à Vince en s'envoyant avec style de bataille de hockey, le chandail par-dessus la tête. Là. Et après ça, il y a Brett qui a perdu contre celui qu'on a nommé au début du podcast, qui est décédé récemment, le Patriot, à cause de Shawn Michaels à Raw. Puis c'est ça, pour rajouter un peu d'intrigue sur les intentions de Shawn Michaels au pay-per-view de ce soir. Puis toutes les trois ont de quoi à perdre. Qui va triompher à suivre? Oui. Et après, l'opinion des commentateurs qui donnent leur choix sur le match de main event. Match numéro 7. Pour le championnat WWF, le champion défendant The Undertaker affronte l'aspirant numéro 1, Bret the Hitman Hart, avec comme un bit spécial le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Beau chapeau. Oui, beau chapeau. Il allait avec. Et désolé. Puis voyons, les storylines les situations qu'on connaît. Si Shawn n'est pas impartial, ben il luttera pas aux États-Unis. Puis si Bret perd, il luttera pas aux États-Unis non plus. On a un micro de Brett qui demande aux fans de respecter l'hymne national canadien. Il dédie sa victoire de ce soir à tous ses fans à travers le monde qui détestent les États-Unis autant que lui. Et après ça, Taker a réussi à affronter la tempête de Brett pour prendre l'avantage en travaillant sur le dos du Hitman. Ça, Vince nous dit au commentaire que Stone Cold est maintenant rendu à l'hôpital, qu'on n'a pas d'update sur lui, de checker ça demain à Raw pour plus de détails. Après ça, on a HBK qui fait une bonne job en réprimandant les deux lutteurs également. Après ça, Hart traverse la vapeur avec des attaques sur la jambe droite du Deadman. Il a un figure 4 sur Taker. Et voilà Paul Bearer qui arrive dans l'entrée. Avec après ça, Taker, aussitôt qu'il le voit, il prend un gros zoom sur sa face et il est en tabarnak. C'est bien hot comme il a pris son tour et fait « Oh mon maudit, toi! » C'est le fun de voir Taker aussi dans son prime rapide. Oui. Ouais, c'était vraiment cool à voir. Taker, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu lutter dans ces années-là, allez voir parce que c'est un lutteur totalement différent. Évidemment, il était plus jeune aussi, mais très athlétique pour un big man. Oui. Sa grande force. Oui. Et après ça, évidemment, quand il sort du figure 4, ben, il va voir en bas du ring Paul Bearer puis il crisse une volée. Ouais. Ben là, c'est bien hot. Il a fait donner un punch à Paul Bearer puis il a fait un bump genre revenant à l'autre bord. C'est écœurant. Là. Après ça, Bret Hart a fait le figure 4 dans le poteau. Un de ses écœurants, ce spot-là. Là. Ouais, vraiment. Après ça, au retour de Owen et de Pillman d'arriver dans l'entrée, au bord du ring, voir l'action. Le Phenom va les saluer avec des bonnes droites d'en face. Une droite de la gauche. Oui. Shawn chasse les deux intrus, mais dans le ring, Taker fait un chokeslam à Bret. Il le couvre, sauf que Shawn Michaels est occupé à regarder les autres partir. Son slash faire assemblant qu'il ne va pas le pire. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'était bien fait, c'était bien worké pareil là, pour le storyline du match. Ouais.
Puis après que Bret Hart a dégagé. Non, c'est vrai, il n'a pas été en dégagé, c'est l'autre qui s'est juste arrêté la prise. Fait qu'il l'a pogné par le collet. Pendant ça, Bret Hart a profité pour faire un roll-up. Et contrairement à WWE d'aujourd'hui, c'était pas la fin du match. Taker qui a dégagé. Avantage Bret par la suite avec un flying clothesline de. Non. Bret a avantage par la suite. Flying clothesline de Taker, son classique. En tombant dans les cordes, son rebond. Et après ça, un chokeslam du tablier du ring jusque dans l'arène. C'était un spot qu'on voyait pas souvent de Taker dans ce temps-là. Non, c'est vrai. Et, oui, après ça, un compte de 2 pour ça. Un sharpshooter sur Taker, mais qui a réussi à s'en sortir. Le premier à avoir été hâte de le faire à la WWF. Oui, c'était la première fois que quelqu'un cassait le sharpshooter de Bret Hart de cette façon-là. Oh. Il a vraiment, genre, il était dans le sharpshooter puis il a comme poussé Bret avec ses jambes pour qu'il aille à l'extérieur du ring. Vraiment un bon spot de Big Man. Yes. Après ça, comme tantôt, il fait son figure 4, mais là, c'est rendu. Il fait le sharpshooter sur Bret, fait un sharpshooter à Taker dans le poteau. Sauf que quand Taker se défait du move, Bret tombe sur Shawn qui est en bas du ring, puis ça fait que Shawn est blessé à la jambe. Oh, non. Hey, c'est-tu beau comment c'est fait, hein, des fois à la lutte? Ah, c'est beau. Pour ça, Bret Hart en profite pour aller chercher une chaise pour donner un coup sur la face à Taker non protégé. Ah, là, je suis là. Oui. Puis, après ça, Shawn arrive tranquillement pas vite en boitant, fait le compte de 1, 2, et non! Taker dégage! Un très beau false finish. La foule y a vraiment cru. Je pensais qu'il allait faire comme Je suis sûr qu'à l'époque, en plus, j'y avais cru en esti aussi. Là. Ouais, toi, tout ce qui comporte Bret, tu y crois tout le temps. Ouais. Hey, monsieur Tatanka Luger, là, on regarde une petite gêne quand même. Tu regardes juste tes reviews de match, là, puis ça prend. Bret, c'est le plus long, hein, on sait bien. Parce que Bret, ces matchs, ils ont plein d'affaires importantes. C'est pas des Godwins contre LOD, ceux-là. Là. Wow. C'est chiant pour les Godwins. Ben là, c'est vrai aussi, là, come on. Là. Bref, c'est ça. Pretty cool. Ouais, c'est ça. Shawn voit la chaise dans le coin. Puis là, il va voir Bret. C'est toi qui l'as frappé avec la chaise, c'est toi qui l'as mis dans le ring. Et évidemment, Bret plaide son innocence. Et Shawn, il ne croit pas. Il dit non, tu l'as avec la chaise. Fait que Bret se tanne puis il crache dans la face. Bret sa bouche. Fait que Shawn est en tabac. C'est un cracheur, Bret, hein? Oui, c'est pas juste le meilleur dans un ring, dans le côté crachat aussi, il est très fort. Et, c'est ça. On salue ses petites copines asiatiques. On salue les fans de crachat. Encore. Fait que Shawn en a assez. Il swing la chaise sur Bret, sauf que malheureusement, un spot que tout le monde a vu venir aussi, c'est Bret se tasse, c'est Taker qui reçoit le coup de chaise direct d'en face. Ce qui permet à Bret de faire le compte. Fait que Shawn, évidemment, il veut vraiment pas, il est dans la barnaque. Fait que là, c'est hot parce que Taker est quasiment sur le bord du ring. Fait qu'il faut que Shawn, pour faire le compte, il glisse en bas du ring. Quand il fait son compte, il y a Bret qui le regarde d'en face avec un gros smile. C'est écœurant. Il s'est assis pour le compte de 3, nouveau champion de la WWF, Bret Hart, pour la 5e fois. Ouais. C'est sa dernière aussi. C'est ça. Hey, tu m'as volé mon. J'allais le dire pour la 5e fois. Tu me voles tout le temps, mais je suis tanné. C'est arrivé 20 fois que tu m'as volé des punches dans le podcast, à mon tour de le faire de temps en temps aussi. Bref, Taker pourchasse. Oui, vas-y quoi? Ah oui, Taker pourchasse Shawn. Oui, exactement, hors du building, en beau joie le vert. Ouais. Donc, les gens ont fait de la Hart Foundation, viennent voir Bret dans le ring pour célébrer avec lui. Et pendant que la foule lance des débris aussi, c'est toujours le fun quand on voit ça. Mais là, à ce moment-là, je pense que quand il était aux États-Unis, Workay, mais quand il était au Canada, Workay Face. Oui, mais pas juste au Canada, à travers le monde. À travers le monde, c'est ça. Juste aux States qui était la même affaire pour tous ceux qui affrontaient la Hart Foundation aux États-Unis. Quand il arrivait au Canada, au reste du monde, il était tout baby-face. C'était le retour de la Hart Foundation en 97. Oui. En fond, c'est le lendemain de WrestleMania 13. Oui, après le heel turn C'était Taker contre qui, main event? C'était-tu Taker? Taker contre Sid, ouais. Sid, ouais, c'est ça. Okay. Mais c'était le fameux match I Quit là, avec Stone Cold et Bret Hart. Oui, le double turn, dans le fond. Oui, exactement. Le meilleur double turn de l'histoire. Évidemment, Bret, évidemment, c'est toujours le meilleur. Là. Ben, c'est vrai. Ça a créé Stone Cold Steve Austin, les gars les plus over du monde de la lutte. En tout cas, on en reparlera. Hey, quand c'est mérité, je louange n'importe qui, OK? Surtout Bret. Non, quand c'est n'importe qui. Fait que ça, après ça, oui. Attends. Oh,
Parfait, on peut continuer. C'est ça, tu fais le Berserker. Tant mieux. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, le gars, ça termine comme ça. Puis, après SummerSlam 97, Bret Hart va être en rivalité avec le Patriot et Vader. Quand même curieux comme choix de rivalité. Ouais. Et évidemment, arrive le Screwjob de Montréal. Et du côté de Taker et Shawn, le coup de chaise accidentel de HBK sur Taker va ouvrir la porte au début de DX, au premier LNSL, à l'arrivée de Kane, et le casquette match où que Shawn Michaels s'est blessé au dos pour mettre fin à sa carrière la première fois. Tout un bon. Oui. Puis disons que il y a bien du stock juste pour un coup de chaise. Hein? En 97, il y en a eu des affaires. Ouais. Fait que c'est ça. Très bon combat. Un peu long, par exemple. Mais je pense que c'est. Il a duré 32 minutes, une affaire comme ça. Ouais. Donc, l'affaire là-dedans, je pense que c'est à cause de ce qui est arrivé dans le match Austin contre Owen Hart. Le fait qu'ils ont perdu du temps à cause que la blessure a coupé short 5-6 minutes du match, je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont dit allez un peu plus long parce qu'on a du temps à perdre. Ouais, puis tu sais, à part le premier match, puis le match de Owen Hart, il n'y a pas tant de matchs qui ont duré longtemps, puis il n'y a pas tant de matchs que. Le show n'était pas tant relevé que ça, tant qu'à moi. Là. Je vais te donner ma note après, là, mais. Ben moi, ma note est quand même haute, mais je sais pas, disons qu'est-ce qui était très bon dans le PPV, était très, très, très bon. Ouais. Qu'est-ce qui était pas bon, il était pas si dégueulasse que ça. Là. À part un match là, que je vais dire tantôt qui était vraiment dégueulasse, là, le reste était tout correct. Là. Ben, vas-y donc, t'en as de voir. Alors, ok, parfait. Fait que ma note du gala de ce soir, SummerSlam 97, est de 7 sur 10. Ah, c'est pas super. Ben, c'est beaucoup quand même pour un show qui a genre 2 bons matchs, puis 2 bons matchs et demi. Ben, c'est moi, j'ai la même note que toi. Bon, ben, tu vois. 7 sur 10, puis je me suis dit, sûrement que lui, il va y aller presque un 8, parce que, mais non. Tu te souviens, tu commences à t'assagir. C'est parce que ça dépend, là. C'est pas parce que les choses sont pas toutes pareilles, là. Mais non, mais ça fait 2-3 fois qu'on a la même note, là. On dirait qu'on regarde le même show. Ben, oui. C'est ça, hein? Collègue, alors. Fait que pour le match of the night, ben, le choix est facile, en tout cas pour moi. Ouais. J'imagine que c'est Brett, hein? Non, c'est Los Boricuas. Non, évidemment, c'est Bret contre Taker. Et le worst match of the night, ben, je vais dire mes 2 matchs, puis tu peux dire les 2 tiens après. OK. Le worst match of the night, évidemment, est le 8-man tag avec les Boricuas contre DOA. Après ça, il y avait le match de Pillman contre Goldust, mais je suis un peu plus clément pour ce match-là, vu que avec les situations qu'on connaît. Là. C'était moins long aussi. On a le même worst match. OK. Mais on n'a pas le même meilleur match. Moi, je jouais avec Austin contre Owen Hart. Ah oui, même avec la fin du brisage de coupe. Ouais, j'ai vraiment plus aimé ce match-là. Mais si ce match-là, il n'y a pas ce brisage de coupe, c'est un match normal là, qui finit avec une fin, là, je pense que c'est meilleur que le match de Bret. Là. Ouais. Mais bon, c'est ça. Mais fait que c'est ça. Ouais, fait que SummerSlam 97 est terminé. Il nous reste seulement qu'un SummerSlam review, celui de 2005 qu'on va faire dans les prochaines semaines. On a encore le temps, là, fait qu'on n'est pas tout de suite. Là. Non, il va y avoir 2 autres shows au moins avant. Minimum. Ouais, minimum. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté notre review, mais c'est pas tout. Bougez pas. Terminé, non? On a 2 segments qui s'en viennent. Le quiz version abrégée. C'est moi qui pose les questions à Marc seulement. C'est tout le temps bon dans ce quiz-là. Ben oui. C'est des choix de réponse, mais en plus, je suis pas chien comme Dave. Ouais. Hey, référence numéro 4. Entre 2 chaises, on va-tu y aller entre 2 chaises, mais entre 2 collections, on peut y aller tout de suite? Je te laisse ton choix, mon homme. OK, on va y aller avec le mien en premier. Parfait, je ne veux pas le graphique. Puis moi, c'est dernièrement... Wow, pas trop vite, là. Maintenant le graphique avant, là. Ben, ça officiel, là. Ben ouais, mais il va être là avec la musique, ça, c'est avant le montage, ça. Ah, OK. Moi, je ne suis pas un tech, je sais pas. Ben, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Récemment, j'essaie de me retaper toute la collection des Hasbro. Qui en a quoi, 99, tu m'avais dit, je pense. Tu vas m'emmener le petit livret bientôt. Incluant les mail away, oui. Ouais, je suis rendu, là, j'ai calculé 13 ou 15, là, je pense. 15, ouais. Fait que c'est pas pire. J'ai commencé juste à collectionner, il y a 3 mois, j'ai recommencé à collectionner. Et ma plus récente prise est Monsieur Bam Bam Bigelow. Que j'ai reçu la normale cette semaine. Avec un autre Hasbro que je vous montrerai un petit peu plus tard parce qu'il est spécial aussi.
Ça, c'est deux Hasbro que j'avais jamais eu étant jeune. Donc, Bam Bam Bigelow ou Bam Bam Gros Boudin, comme vous voulez. Puis, ouais, ça, moi, mon compte est de 54 Hasbro. Ouais, c'est bon, là. Ben, moi, ça fait longtemps que je collectionne. Là. Ça fait vraiment une couple d'années. J'ai pas on and off, là, évidemment. Là. Ouais. Une situation différente pour chaque bonhomme. Il y en a des plus rares, puis il y en a qui coûtent genre 60$, 70$, 100$. Il y en a qui coûtent 200$, les mocks, là, les beaux, là, ouais. les récents, là, ben, les récents. Les plus récents de la collection, évidemment. On va commencer par les moins chers, puis on va monter éventuellement. Mais souvent, les collections, là, ce qu'il faut faire, c'est acheter du monde que vous aimez. En premier. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on commence une collection. Moi, j'ai des affaires du monde que j'aime en premier, puis le reste, ben, ça suit. Quand mon setup va être complété, je vais vous montrer mes Tatanka. C'est bon, parfait. On a déjà hâte. J'en ai un peu trop. Plus que n'importe qui, moi, je pense. Ouais. Je pense que le plus que Tatanka lui-même, je pense. Penses-tu que je suis le fan numéro 1 de Tatanka? À travers le monde, je pourrais pas te dire, mais au Québec, je suis sûr que oui. C'est pas rien. Ça fait de moi quelque chose de spécial. Mettre ça sur mon résumé. Oui, c'est dans mon CV. Parfait. Je vois sur votre CV que vous êtes un grand fan de Tatanka, c'est-tu vrai? On pourra aller vendre des cigarettes aux Indiens. Parfait. Ah, quand même. Oui. Ben oui. Ben, pour continuer dans la belle entre deux collection d'aujourd'hui, oui. Là, je vais du côté des VHS. Oh. Et un beau VHS là, de l'époque, la belle époque de 1993 à la WWF. Et pour ceux qui aiment les couleurs, vous allez être servi pour cette pochette-là. Et ça s'appelle un vidéo, le Superstars de Music Video. Tu vas aimer la cover, Marc? Oui, c'est ça. Oh, wow! On voit ici toutes les préférés de l'époque. Taker, Crush, Tatanka, Jim Duggan, Macho Man, Mr. Perfect, Big Boss Man et Bret Hart. Et comment c'est flash. Ouais. Ça, c'est beau sur un bord de table. Les chansons thèmes, c'est ça? Oui, en fond, là-dessus, il y a 4 chansons thèmes. Il y a WrestleMania, il y a SummerSlam Jam, il y a USA de Jim Duggan, et il y a Speaking from the Heart de Macho Man Randy Savage. Là-dessus, il y a des making-of, des musiques vidéo, puis des behind-the-scenes footage aussi. Wow! Une VHS Coliseum Video, 1993. Ah! Des... Très beau, très belle prise, mon TJ. Juste pour la pochette, là, ça va à peine. Ah, mais c'est intéressant. Juste pour le behind the scenes, moi, j'aimerais ça voir ça. Ouais. Ça doit exister des rips de ça en DVD. Je sais te trouver ça. Parfait. Et ce qui conclut en deux collections, présentées par le CWC. Ouais. Vérez sur Facebook. Mm-hmm. Fait que maintenant, un autre segment. On a beaucoup de segments. On est rendu fort après 2 ans. Hein? On est rendu, c'est ça. On est big in Japan. Parlant de fort, c'est un quiz pour moi, c'est ça? Oui, parlant de fort, c'est moi qui l'ai fait. Là, j'ai un message encore, c'est un message du texte. C'est vrai que tu laisses gagner souvent TJ dans un quiz? Oui, parce que il en a besoin pour son ego. Oui, évidemment. Fait que, tu sais, je fais semblant de perdre, mais des fois, je le chauffe un peu. C'est la seule affaire que j'ai, s'il te plaît. Laisse-moi lire. Ok, parfait. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais non, t'as pas vu ça. T'as ça aussi. Ça, c'est vrai. Sunny Day. Wow. Disons que j'y pense. Parfait. C'est dur quand on habite au Québec. Hein? J'aimerais ça le filmer. Peut-être pas, non. Society Story, peut-être? Je vais essayer de couper son montage. Ça ira, c'est pas grave. Coupe pas la photo de Sunny, par exemple. Bref, es-tu prête pour le quiz, mon cher? Oui, je suis plus que prêt. Imagine-toi donc qu'il y a un thème à mon quiz. Ben oui. C'est quoi le thème? SummerSlam? Oui, c'est original. Hein? Question numéro 1. M'ennuie déjà de Dave. Arrête. Vas-y. Question 1. Lequel de ces lutteurs le Big Boss Man n'a jamais affronté à SummerSlam? Est-ce que c'est A. Axa Jim Duggan? B. Coco Beware? C. Nails? Ou D. The Mountie?
Coco Beware. Mauvaise réponse. C'était Nails qui l'a jamais affronté à SummerSlam. Il l'avait affronté à Survivor Series. Coco Beware l'avait affronté à SummerSlam 88. Je qu'on a reviewé sur YouTube. Ouais. Le Mountie, c'est en 91. Et Jim Duggan en 89. Well, ça commence mal, mais c'est pas grave. C'est juste une question sur 10. Question d'os. Qui étaient les challengers pour les types par équipe des Natural Disasters à SummerSlam 92? Est-ce que c'est A, Money Inc., B, les Beverly Brothers, C, les Nasty Boys ou D, Legion of Doom? J'aurais tendance à dire les Nasty Boys. Tendance, mais ça veut pas dire que c'est ça ta réponse. C'est ça ta réponse pour vrai? Ouais, c'est ça. Malheureusement, non. C'était les Beverly Brothers. Ah, mon deuxième choix, c'était les Legion of Doom. Ça, c'est au Rumble 92. LOD contre Chose de la Chose. Je crois qu'on a reviewé sur YouTube. T'es fatigué. Et là, il faut le préciser, il faut le dire à nos fans. Il y en redemande dans deux chaises de métal. C'est vrai. Question numéro 3. Oui. Qui était le challenger, 13? Qui était le challenger pour le championnat intercontinental de M. Perfect à SummerSlam 1990? Oh. Est-ce que c'est A, Texas Tornado? B, Tito Santana? Aliba. C, Bret Hitman Hart? Ou D, Jake the Snake Roberts? Je pense que je vais me tromper d'une année, mais c'est pas grave. Je vais dire Bret Hart. Évidemment, tu tombes d'une année. Pour vrai, hein, 191, hein? Ouais. 90, c'est Texas Tornado. Oh! Question 4. Eh oui, au moins, t'es tout seul. C'est pas pire. C'est moins plate d'en faire quand t'es tout seul. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Mr. Perfect, le spécial, s'en vient finalement d'ici 2 semaines. Oui. Ouais. À suivre, on a bien hâte. Ouais. Qui est sorti, question 4. Qui est sorti de SummerSlam 93 avec le titre intercontinental? Est-ce que c'est A, Razor Ramon? B, Diesel? C, Mr. Perfect? Ou D, Shawn Michaels? Je vais dire Shawn Michaels. Et dans le quiz, c'est ta première bonne réponse. Oui! Il avait affronté M. Perfect, justement. Oui. Un match qui avait, dans les semaines avant le pay-per-view, il disait comme quoi que c'était pour être un all-time great match. Malheureusement, non. Non. C'était bon, mais c'était pas écœurant. Bref. Le match contre le meilleur. Ouais, ben oui, c'est sûr. Question 5. Oui. À SummerSlam 94, Yes. Shawn Michaels a super kické Diesel par accident. Ouais. Combien de super kicks Diesel a-t-il subi avant de faire son face turn? Je vais dire 3. Et c'est une bonne réponse. 3 super kicks. Un épisode de Superstars, un à SummerSlam 94 et un à Survivor Series 94. À un moment donné, après 3, c'est assez. Ouais. Question 6. À SummerSlam. Hein? 6, c'est quoi? C'est Siete? Yes. Ok, CS. Chose que j'ai faite avant le podcast. Je savais. SummerSlam 95. Qui a affronté Hunter Stemsley? Est-ce que c'est A, 1-2-3 Kid? B, Bob Spark Plugolly? C, Aldo Montoya? Ou D, Marty Jannetty? Je vais dire Boboli. Tu es en feu, 3 en 3. Oh yeah! Yes. Bonne réponse. Ouais. Un match que Triple H avait gagné, évidemment. Ben, oui. Question 7. Lequel de ces matchs était l'opener de SummerSlam 96? Est-ce que c'est A, Goldust contre Mark Merrow? B, Akushi versus the 1-2-3 Kid? C, Owen Hart contre Savio Vega? Ou D, les Smoking Guns contre les Body Donnas? Je vais y aller avec le A, Goldust. Malheureusement, mauvaise réponse, c'était Owen Hart contre Savio Vega. Ah, c'était soit ça le tag team, mais. Ouais. Dommage. Akushi et 1-2-3 Kid, c'était à SummerSlam 95, puis Smoking Guns Body Donnas, c'est arrivé. En fond, à part Akushi contre le 1-2-3 Kid, les 3 matchs à SummerSlam 96. Bref. Ouais. Question Ocho. À SummerSlam 99, quelle équipe ont gagné le Tag Team Turmoil? Est-ce que c'est A,
Edge and Christian, B, les Holly Cousins, C, The Acolytes, ou D, Big Boss Man et Ken Shamrock? Les Acolytes. Bonne réponse. Je sais pas pourquoi. 4 ans. Ce pay-per-view-là, je me souviens quand même assez bien. Ouais, il y avait ce match-là. Il y avait le match qu'on a parlé tantôt avec Mankind, Triple H et Austin. Il y a un match underrated aussi avec Tess contre Shane McMahon. Ouais, c'est vrai, c'était bon. À SummerSlam 2000, question 9. Ouais. Dans quel type de combat se sont affrontés Chris Jericho et Chris Benoit? Est-ce que c'est A, Toiletry Falls, B, Cage Match, C, Submission Match ou D, Street Fight? Submission Match. La mauvaise réponse était un Toiletry Fall. Mais ils ont un Submission avant ou après, je pense, hein? Je pense qu'ils ont bien eu leur combat d'échelle. Ah ouais, fuck, j'étais sûr c'était ça. Ils ont peut-être eu un, il me semble qu'ils ont, je pense que tu avais un SmackDown à un moment donné. Ouais, c'est ça, ouais. Bref, quand même 4 en 9 à date. Ouais. Ouais, 50% peut-être, c'est la prochaine question. Question 10. À SummerSlam 2001, qui était dans le coin de Rhino dans son match contre Chris Jericho? Là, j'ai pas le choix de répondre. Oh. Ah my god, je suis pas sûr. Je vais. Quand je vais dire la réponse, ça va faire Ah, ben oui. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai comme 2 noms en tête, mais c'est sûr. Ça ferait pas de sens. Ah, c'est avec qui Rhino était dans ce temps-là? On va dire Tommy Dreamer. Ouais, méchant guest. C'était quoi ton autre guest, le fun? Lance Storm. Et malheureusement, aucun de ces deux-là, c'était une femme. Ah, Dawn Mary? Non. Non? Ben ouais, on regarde pas de même. C'était Stephanie McMahon. Ah, parce que c'était la base de la ECW, hein? Ouais, là, dans l'Invasion, là, c'était. Jericho, c'est sa grande rivalité depuis 3 ans avec elle et Jericho. Ouais, Ils ont gagné ensemble. Je sais pas pourquoi j'avais. Ouais, Lance Storm, je me suis dit que ça marcherait pas parce qu'il serait plus avec Jericho. Ouais. Quand même. Je sais pas. Well, c'est ce qui conclut le quiz. 4 en 10. Ça aurait pas été payé. T'aurais pas avoir 0. Ouais. Au moins, quand t'es contre toi-même, t'as moins de pression. Je suis quand même très content. Ben oui, il faut être content dans la vie. Alors, ça va se calmer un petit peu. Ben là. Ouais, un positif vente là. C'est pour ça que t'es des hills, moi je suis le face peut-être. Ça, c'est ce que tu penses, mais tout le monde sait, tout le monde qui écoute le podcast, les auditeurs me l'écrit sur la message texte, ils n'arrêtent pas cet incite. Ils disent, wow, qui Jay Hill? Ah, qui va heal, ils savent très bien que c'est toi, c'est pas moi certain. Ouais, puis là, il m'a demandé, va-tu avoir des chandails de 2 chaises de métal avec juste le nom de Mark en arrière, comme quoi que t'es le babyface? Ça sent bien, ce sera pas long. Tu vas ton propre t-shirt. Non. J'aurais dit que vu que je suis face, je ferais pas ça. T'es pas face. On dirait une foule des années 2000, ce qui prend pour les heels. Puis... On va faire un sondage sur la page Facebook, c'est la fin de semaine, pour savoir qui c'est qui est le heel, qui c'est qui est le face. On va un voir. sondage léger. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Entre deux collections, le quiz de SummerSlam 97 sont terminés. Ouais. Fait que Mark en a parlé un peu tantôt. Évidemment, on a M. Perfect qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans 2 semaines. Ouais, maximum. Ouais. Puis avant ça, on a un podcast, on va faire un weekly avec évidemment nos impressions sur le Pay-Per-View Money in the Bank qui va avoir lieu, qui a eu lieu. Puis les résultats, on va tous vous dire ça. Puis ça va être bien fun de checker ça avec vous autres, dire qu'est-ce qu'on a aimé du Pay-Per-View, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ouais, puis là, on a un meeting qui s'en vient, là, justement, parce qu'on va écouter Money in the Bank en fin de semaine. On a un meeting, puis il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent dans le podcast. On va vous tenir à l'affût de ça parce que, il faut évoluer, hein, d'année en année pour améliorer le produit. Ouais. Et comment on peut nous suivre, Marc? Sur Apple Podcasts, Spotify, Podbean, YouTube et Balado Québec. Et aussi sur les plateformes social media aussi. Oui, sur Instagram, Facebook et Twitter. Oui, aussi la CWC sur Facebook et le commanditaire Gourou. Oui. La boisson organique biologique québécoise depuis 1997 à vendre partout, sauf évidemment chez Pitt et chez Yellow. Puis, si jamais ça vous tente, puis vous écoutez le podcast samedi, parce qu'on est samedi, ben demain, il y a l'événement avec Jacques Rougeau dans la LWA.
dans la Firehouse. Fait que si ça vous tente d'aller voir Jacques, ben, gâtez-vous. Envoyez un petit message à Firestorm, puis il va vous dire comment participer à ça. On va vous arranger ça. Ouais. Fait que c'est ça, Marc, un mot de la fin? Oui, pas pire de pay-per-view. Je l'ai aimé correct. J'ai l'impression que je m'attendais à plus, mais là, après ça, avec le 2005, on tombe dans une ère plus moderne. Fait que j'ai bien hâte de voir les autres matchs parce que je me souviens très bien de Hogan contre Shawn Michaels, entre autres, avec les super bombes de Michaels, on vous en parlera bientôt. Il y a eu plein d'histoires entourant ce match-là aussi. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Pas mal ça. C'est parfait. Merci, Marc. Merci à vous tous d'avoir écouté le podcast et de nous encourager tout le temps. Ouais. Et c'est ça. Merci beaucoup. Juste, ouais, dans le fond, le mot de la fin, on va le dire. Mettez la cloche sur YouTube. Vous allez savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Ça va vous dire quand le podcast sort. Mais habituellement, pretty much, c'est tout le temps le samedi. Samedi en soirée. Fait que, tu sais, si jamais on sait que le samedi soir, le monde est quand même occupé, mais sinon, le dimanche, c'est une belle journée pour écouter le podcast. Oui. Avant Money in the Bank, peut-être? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Au nom de Marc et de moi-même, bonne soirée. Et ne pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Appelle-moi, Sonny.